participer au maximum, donc on va passer les diaporamas assez vite pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. Rapidement, on vous représente l'association ELPS, Humanité et Éthique liée pour la prévention en santé, qui est une nouvelle asso de la fac et qui organise avec Aravis et la Corfo la conférence de ce soir. Le but de cette association, c'était de réussir à soutenir les étudiants tout au long de leurs études, notamment suite au constat d'une santé mentale fragile chez les étudiants en santé, le manque de soutien par les pairs et les temps d'échange, le manque de temps d'échange, et le besoin d'une réflexion éthique et d'une sensibilisation aux sciences sociales. L'association marche par 3 axes stratégiques: la prévention des risques psychosociaux, les formations et l'éthique et la philo. Et la conférence de ce soir rentre dans la prévention des risques psychosociaux, comme quoi on peut faire quelque chose d'un petit peu fun, même dans cet axe-là. Là, vous avez l'organisation du bureau de ELPS. Normalement, vous devez connaître certaines têtes. Et si vous avez besoin de nous joindre, vous avez ici toutes nos coordonnées. On m'a chargé aussi de vous rappeler qu'il y avait une soirée médecine vendredi. On aurait pu la faire ce soir. On aurait pu la faire ce soir. Je vais revenir avant. Non, et puis là, je vais laisser la parole à monsieur le doyen avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bonne soirée. Merci à Lucie et à toute l'équipe de HELP pour tout le travail qu'ils font, même avant que cette association existe, avec d'autres choses. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on travaille avec vous sur cet aspect des risques psychosociaux, de la difficulté de ces études qui sont longues, stressantes, etc. Et tout ce qui peut améliorer les choses sont les bienvenus. Parce que c'est clair que nous, on ne peut pas tout inventer, qu'il y a des solutions qui viennent de vous. Mais je pense que c'est comme ça pour la prévention des RPS, comme pour ce qu'on fait au niveau de notre parcours professionnel avec vous. C'est-à-dire que je pense quand même qu'on co-construit pas mal avec les associations des étudiants les futures réformes de la RAC, de la R2C. Donc, merci aussi à la chaîne. Tout le monde s'en fout, c'est Restez poli. Alors, on fait le déplacement, donc vous avez vu qu'ils ont aussi envie de faire la fête, donc je pense que ça va continuer un petit peu. Et puis, donc moi je vais assister, je vais me mettre au fond pour gérer les personnes, parce que surtout je veux que ce soit entre vous. Et puis je vais regarder un petit peu parce que ça m'intéresse, parce que je dois vous dire que la dissonance cognitive, moi qui suis virologue, je me suis fait expliquer, donc et puis je vous laisserai travailler et discuter ensemble, parce que je ne pourrais pas rester avec vous toute la soirée. En tout cas, merci à vous, merci aux organisateurs, et puis je me mets au fond, oubliez-moi, et bonne soirée. Par contre, ça nous tenait vraiment à cœur de vous préciser que ce soir, ils sont venus gratuitement pour vous. Et je pense que ça s'applaudit. Ah bon, on est venu gratuitement? En vrai, c'est qu'on ne mérite pas d'être payé. Bonsoir, ça va? Ouais. Vous êtes pas trop fatigué parce qu'on a parlé toute l'après-midi avec vos collègues et ça n'a pas l'air de tout repos. Bravo. Donc moi je suis Axel, je suis auteur et comédien sur la série Tout le monde s'en fout. Et moi, je suis Marc, et je suis journaliste et auteur avec Axel et Fabrice. Donc Fabrice, c'est mon grand frère, 3e de l'équipe, qui n'est pas là. Et il est auteur. Oui, il a peur en fait de vous parce qu'il est coach en neurosciences appliquées et il a peur de s'en prendre plein les dents. Il nous a envoyé en première ligne. Non, en vrai, merci à vous de nous avoir invités. C'est, comme on disait, c'est émouvant d'être de ce côté-là de l'amphi, nous qui avons été des cancres tardifs. Et surtout, c'est signifiant et hyper intéressant d'être devant un parterre de jeunes médecins, de gens très cartésiens qui travaillent sur de la science dure
pour parler justement sciences sociales, développement personnel et des aspects qui ne sont pas forcément toujours très bien vus par ce qu'on peut appeler le champ de la science dure. Donc c'était une chouette surprise cette proposition, on est vraiment content d'être là devant vous. Donc on espère qu'on va pouvoir vous apporter quelque chose d'utile, histoire que vous nous sauviez la vie d'ici quelques années. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, on est littéralement pour des gens qui me font 10 fois plus d'études que nous. Voilà. L'impression, c'est sympa. Voilà. Pourquoi venir vous parler de dissonance cognitive? Évidemment, vous, jeunes médecins au XXIe siècle, vous êtes confrontés... Non, c'est trop tard. Vous êtes confrontés de plein fouet au sujet. Par exemple, aux urgences, tous les jours, en France, on le sait, vous accueillez des patients en grande détresse. Parfois, c'est pas le cas, mais souvent, c'est le cas. Et par la force des choses, par la quantité de patients, le manque de lits disponibles, vous êtes obligés, au fur et à mesure, de baisser vos standards. Parce que il y a 10, 20, 30, 100 personnes et qu'au bout d'un moment, il faut pouvoir traiter tout le monde, que les moyens ne sont pas toujours là. Vous le savez, c'est vrai aussi dans plein d'autres services que les urgences. Et par exemple, là, il y a un cas de dissonance cognitive intéressante, c'est-à-dire vous avez un savoir médical, vous avez une attention, une compassion, une empathie pour le patient qui sont clairs et manifestes, et puis il y a des impératifs de la vie quotidienne qui rendent les choses difficiles, voire impossibles. Vous allez faire un argus de la souffrance. Complètement. Et du coup, à tous les niveaux de votre existence, vous allez être confronté à ça de manière très puissante. Aussi parce que vous faites un métier qui à la fois est très valorisé socialement et à la fois est très difficile concrètement et moins clinquant, moins pimpant que ce qu'on pourrait penser sur le papier, en tout cas quand on n'est pas jeune médecin. Et du coup, il y a certainement beaucoup de désillusions, il y a certainement beaucoup de moments de doute, de difficultés, surtout avec des études aussi longues. Et en plus, on vous demande, en tant que jeunes femmes et jeunes hommes, d'être des éléments de confiance sur lesquels des gens qui ont 2 fois votre âge, 3 fois votre âge vont se reposer. Et poser une confiance sur vous et sur votre savoir qui des fois va engager leur vie, littéralement. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il paraissait fort pertinent de venir discuter de ça avec vous. Putain, on dirait que t'as dossé, non? Vous êtes il y a quoi en termes d'années, première année, deuxième année, ça je... Beaucoup d'années en fait. Alors, les P2, c'est 2e année. Ok. Les D1, 3e année. Ok. Les D2, 4e On a pas eu année. le brief avant de venir, ok. D3, D4. Ok, il y a un panel D4. Oh si, D4, bien. Les internes. C'est bien, il faut s'auto-applaudir plus souvent, allez. Il faut faire ça, avec style de soi, tout ça, il faut le faire, parce que personne ne peut faire ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout et tout le monde s'en fout ici? Ouais. Alors, peut-être rapidement. Ça partait bien, je crois. Rapidement pour que vous sachiez ce que vous allez regarder. Et tout le monde s'en fout, c'est une fiction, donc c'est une fausse série de youtubeurs. Axel n'est pas un vrai youtubeur, c'est un comédien, mais on met en scène en fait ce code-là, on utilise le cadre, les mots, le ton, et on travaille donc comme on vous le disait sur la dissonance cognitive. Vous allez voir plusieurs épisodes avec des sujets qui ont l'air très différents, mais en fait ce qui les lie, c'est qu'ils parlent tous de ce phénomène-là. Et on a un personnage, vous allez voir, qui souvent est en contradiction avec ce qu'il prône. C'est délibéré, c'est pas qu'on a complètement rien compris à ce qu'on raconte, c'est fait exprès, hein, c'est de l'humour. Et puis voilà, à peu près. Un épisode sur 2 dans notre série traite d'un sujet macro, c'est-à-dire une problématique qui va concerner le monde entier, les continents, la nature, le sexisme, le racisme, des trucs comme ça. Et des sujets plus personnels, plus micro, on dirait, qui vont traiter par exemple de l'estime de soi, d'angle psycho, l'ombre de Jung, le concept de l'ombre par exemple, ce genre de choses, donc qui vont être un peu sur comment on est cortiqué, comment est-ce qu'on se fabrique nos modes de pensée, avec cette idée que si on veut pouvoir changer le monde un jour, il faut commencer par se changer soi-même. On est des escrocs, on dit la même chose à la fin de chaque épisode, c'est si tu veux changer un truc de monde, commence par le changer chez toi. Voilà, on a fait 40 épisodes pour un seul message. Il y a du mal à comprendre bien, on continue, et puis Voilà, peut-être le mieux c'est de
Hop. Alors il y en a beaucoup qui nous ont demandé comment on a fait pour que Axel et Marc viennent ce soir. Ben, au culot, on a envoyé un mail et ils nous ont dit oui. Donc si vous avez des bonnes idées, lancez-vous. Alors, pour commencer la soirée, c'est pas très gai, mais il y a un bilan lourd avec les dernières enquêtes qui ont été réalisées chez les étudiants en médecine qui montrent qu'il y a des états de santé moyens par mauvais, qu'il y a 14% qui ont déjà eu des idées suicidaires. En 2017, l'ISNI, donc l'intersyndicale nationale des internes, a montré qu'il y avait 62% des internes qui souffraient d'anxiété, 27,7% de dépression et 23,7% qui avaient des idées suicidaires. Et en 2018, ils ont souligné la nécessité de prendre des mesures de prévention, notamment auprès des internes en psychiatrie et des médecines d'urgence. Tout ça, c'est pas très motivant, mais à l'EPS, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de bien plus fun et de bien plus rigolo pour essayer de changer un petit peu tout ça. Donc tout le monde s'en fout, mais en même temps, tout le monde a besoin de vous. Cette photo donne envie de se suicider aussi. Mais non, c'est très beau. Donc vous avez aussi Fabrice à droite, qui est le troisième membre qui n'a pas pu être avec nous ce soir. On est plus intelligent que sur cette photo. Et du coup, le personnage de la série s'appelle Lexa, et il a pour particularité d'être très condescendant et surtout il adore parler à la bouche pleine. La mission de ce soir, c'est un petit peu de le former, c'est-à-dire de réfléchir à qu'est-ce qui va faire de nous des bons médecins et à quoi il faut être vigilant. Je vous ai partagé la déclaration de Genève et surtout ce qui est important, c'est cette phrase en gras. La déclaration de Genève, c'est un équivalent du serment d'Hippocrate qu'on va tous traiter à la fin de nos études. Et cette phrase, je l'élève à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer des soins irréprochables. Et un peu la phrase de base chez elle, c'est-à-dire qu'on peut soigner que si on est déjà en bonne santé soi-même. Le début du parcours d'un étudiant en médecine, ça se commence au château, avec un DDD. Et du coup, la sélection. Donc vous avez le personnage du cerveau, remarquablement interprété par Axel dans les vidéos. Et qui dit sélection, dit travail. Et qui dit travail, dit des fois échec. Donc on commence la soirée par l'échec. Parce que y en a... qui est passé du premier coup en P1 ici? Ah, les bâtards. Ah, les faillots. Qui est passé du deuxième coup? Vous avez plus appris que les autres, c'est bien. Qui est passé du troisième coup? Ok. Surdoué, c'est bien, bravo. Et ben c'est parti. Non, vous inquiétez pas, on a plus 15 ans à réussir du premier. C'est clair. Je voudrais bien débloquer un truc qui coince, l'échec. Vous allez finir par comprendre que déjà c'est un passage obligé et que surtout c'est un tremplin. Mais nous, on nous apprend que l'échec... Ça va? Tu fais une vidéo? Mais nous, on nous apprend que l'échec c'est l'inverse de la réussite. Alors Émilie, 0 sur 20, c'est bien, on avance. Donc j'ai entouré tes erreurs en fonction de leur gravité avec des couleurs différentes. Rouge, c'est très grave, voilà. Il y a beaucoup de rouge, Émilie, hein. Peut-être qu'il faudrait songer à écrire sur des feuilles rouges directement. Alors qu'ailleurs, comme aux États-Unis par exemple, des fois l'échec ça peut être un critère de recrutement. Pardon. En gros, l'échec c'est juste un point de vue. Mais ouais, l'échec ça donne naissance à plein de découvertes trop cool. Comme l'Amérique, la tarte tatin, les chips, la pénicilline et le Viagra. Ah ouais, à l'origine ça devait soigner les angines de poitrine. C'est pas parce qu'il y a des losers qui ont eu de la chance que je vais faire de la merde pour trouver des trucs trop du cul. Elle parle de toi. Dire profondément. Et ne t'arrête surtout pas. Ton cerveau, pour apprendre des trucs, il a besoin de se planter. Yes. C'est parce que tu t'es trompé 100 fois en apprenant ton alphabet que tu t'en souviens aujourd'hui. Normalement, parce que dès que tu te plantes, ton cerveau fait des nouvelles connexions neuronales. C'est pour ça que tu restes débile. Donc tu comprends bien que si tu passes ta vie à éviter des échecs, bah t'apprends rien et tu fais pas de nouvelles connexions neuronales. Et du coup, tu restes débile. Marcher? Mais t'es fou? Non, j'ai déjà essayé, je me suis cassé la gueule déjà. Bah c'était la honte. Non, moi je me trouve pas mal avec des sapes sur le cul, je trouve ça plus classe. Je vais continuer là-dessus. J'arrive, maman. Le truc c'est que quand tu rates, bah il suffit de recommencer après. Mais c'est bon, pas, tu l'as déjà dit ça tout à l'heure. Donc tu te rends bien compte que si tu vis dans un monde dans lequel tu t'interdis l'échec, parce que tu veux être parfait, ça veut dire que tu t'interdis d'évoluer. D'ailleurs, dans la vie, comme le changement c'est permanent, Bah l'apprentissage aussi. Facile à dire pour vous les losers, t'avais déjà plus rien à rater. Aïe! Moi je dis les losers comme vous méritez d'être punis par la déprime. Aïe! Aïe!
Mais le pauvre, il n'a pas compris. Pas lui crier dessus, sinon tu n'écouteras pas. D'après le philosophe Charles Pétain, l'échec peut être bénéfique à condition de respecter 3 trucs. Premièrement, il ne faut pas être dans le déni de son échec. Bon, il est vrai que je lui ai greffé un foie à la place du cœur. Moi, j'appelle ça de l'audace. Il faut distinguer l'échec de sa personne. Mais enfin, Roger, fais pas l'idiot. Tu vas pas sauter pour ça. Il fait quelques serviettes hygiéniques qui se ressemblent tous. Moi aussi, ça m'arrive de les confondre. Troisièmement, il faut prendre le temps d'interroger son échec. Bon, comme je ne suis pas mauvais bougre, maintenant je n'opère jamais à cœur ouvert sans avoir avant regardé un bon petit tuto YouTube. Du coup, s'autoriser l'échec dans un environnement bienveillant, c'est une des conditions principales de l'évolution et même de l'éducation. Parce qu'il n'y a pas 30 000 solutions. Soit tu réussis, soit tu apprends. Donc, plus vite tu acceptes de te planter en faisant des choses que tu n'as jamais faites, Et plus vite tu t'améliores en apprenant à les faire. parce qu'au final, il n'y a que ceux qui ne font rien qui se trompent pas. Et que le but, c'est pas d'être parfait, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Et que le monde s'en fout. Oui, mais j'arrête pas de le dire. Waste my time. For the world is mine. Oh, je prends un tout. Ça, c'est pour la suite. Voilà. Bon, le problème pour vous, c'est que quand il a appelé le patient, il est mort. Ouais, c'est. On peut pas recommencer. Non, sérieusement, bah voilà, vous êtes étudiant dans un des cursus les plus compliqués qui soient, dans lequel il y a plus d'échecs en première année qui soit, avec un but ouvertement assumé, je pense, qui est de faire du tri, et c'est normal, vous êtes une profession qui est très demandée, mais ça nous renvoie, je trouve, à une conception assez particulière de l'échec qu'on a dans notre système éducatif, c'est-à-dire l'échec sanction, d'ailleurs l'éducation sanction. On parle dans la notation, le vocabulaire employé, c'est la sanction. Ça veut dire que vous êtes confronté en fait en permanence à, à une espèce d'insécurité qui fait que vous allez vous sentir jugé, enfermé, catégorisé, mis avec une étiquette par rapport à des choses qui sont censées vous faire grandir en fait. Parce que quand on passe un diplôme, c'est plutôt une marche qu'on franchit pour devenir un professionnel, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans une perspective inverse. C'est qu'il faut passer entre les balles sans se faire shooter. Et du coup ça nous a semblé important de vous montrer ça, d'en discuter avec vous, y compris parce que nous, on est dans un domaine très concurrentiel sur YouTube, et on a eu une chance assez dégueulasse, c'est que le premier épisode qu'Axel et Fabrice ont mis en ligne, il s'est retrouvé avec 10 millions de vues en 4 jours. Donc en fait, on n'a pas vraiment expérimenté le contenu de la vidéo, on l'a expérimenté avant. On l'a expérimenté bien avant en fait. En vrai. C'est comme tu disais tout à l'heure, réussir du jour au lendemain, ça nous a pris 15 ans. Ce projet-là a marché du jour au lendemain, mais c'est la suite d'une succession d'échecs. Et d'ailleurs, moi, personnellement, c'est arrivé à un moment dans ma vie où je me disais, ok, ça marchera pas, j'essayais de faire du cinéma, j'essayais d'écrire des trucs. Et c'est le jour où j'ai tout lâché, dans le sens où j'ai arrêté d'essayer de voir ce qu'on attendait de moi, et j'ai fait vraiment ce qui me faisait du bien, ce qui me faisait plaisir, en mettant mes valeurs, mes convictions vraiment à plat. Et c'est là que ça a marché, quoi. Donc c'est une notion de lâcher prise qui est un peu floue et qu'on entend très souvent. Moi, j'ai pu l'expérimenter et ça marche. Et donc il y a le fait de se rapprocher au maximum de ses valeurs et le fait de ne pas lâcher aussi. Et ne pas lâcher, ça veut dire accepter ses échecs. Ça veut dire les regarder, ça veut dire, comme les 3 étapes qu'on décrit très brièvement là, c'est ne pas être dans le déni de l'échec. Et quand on en parle, c'est vrai que c'est assez francophone, j'ai l'impression, en tout cas la culture anglo-saxonne a l'air d'être beaucoup plus tolérante, voire même encourage l'échec. Aux États-Unis, on dit souvent que si tu as mis dans ton CV que tu avais coulé 7 boîtes, on dit que c'est cool parce que tu sais exactement ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Alors, pour les médecins, je pense que pour le corps médical, c'est peut-être un poil différent. Parce que, par la force des choses, quand vous ratez, on vous attaque. En justice, il y a déjà cette pression-là. Entraînez-vous sur vous, comme ça.
Et puis il y a ce rôle qui est posé sur vous aussi par les gens, par le patient, quoi, qui vient vous voir et qui a besoin en fait de pouvoir projeter sur vous l'étalon de la vérité. Parce que vous êtes le sachant, il est le souffrant et il a besoin à un certain point voilà, de pouvoir projeter cette solidité sur vous. Ça fait peser aussi sur vous une pression terrible et une menace, je pense, qui est celle de l'orgueil. Et je dis ça avec beaucoup d'amour et de compassion, et c'est pas un jugement, on est tous évidemment exposés à l'orgueil. Mais à un moment donné, et je pense à fortiori quand on a une position d'autorité aussi forte que celle d'être un soignant. Exactement, il y a cette question de l'orgueil. Et c'est très difficile d'accepter son propre échec en étant médecin, et ne pas pouvoir le faire peut conduire à des maltraitances ignobles. Ignobles, littéralement. Moi, je vais faire un témoignage un peu personnel. Moi, j'ai perdu mon papa en 2010, souffrait de maladie cardiaque très très forte. Et il a été un des premiers patients à bénéficier d'un cardio-west, donc un cœur artificiel externalisé. Et ça lui a été proposé par un de ses meilleurs amis qui était responsable du service cardio de la Pitié-Salpêtrière. Et il n'aurait jamais dû proposer ça à mon papa, parce qu'il était trop vieux. Et il n'était pas en état de supporter cette chirurgie. Et en fait, les 8 derniers mois de sa vie ont été une aberration médicale, humaine, c'était horrible, quoi. Et ça s'est fait, je pense, quelque part parce que ce cardiologue, en fait, n'avait pas vu la pathologie. Et il n'a pas pu encaisser l'échec, en fait. C'était son ami, il n'a pas réussi à diagnostiquer correctement son ami. Et du coup, il y a à mon sens, en tout cas, et sans jugement, et je suis très reconnaissant qu'on ait pu bénéficier de ça, mais moi j'ai eu l'impression de voir un médecin glisser en avant, en fait, dans un truc d'orgueil qui était j'ai pas pu me tromper, et donc on va soigner la mort. On va essayer de soigner la mort comme une maladie. Parce que c'était ça l'enjeu en fait qui se posait à mon papa, on lui a dit dans 10 jours vous allez mourir, ou alors on vous pose le cardio-west. Sincèrement, peut-être que les 10 jours auraient été plus humains. Et voilà, il y a, en plus, dans cette philosophie de la médecine occidentale, particulièrement ici, vous êtes confronté à cette notion absurde qui est la mort est-elle un échec, finalement? En tout cas, dans nos sociétés, c'est posé comme tel. C'est posé comme tel, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de choisir, c'est quelque chose qu'il faut cacher, c'est quelque chose d'honteux, et par la force des choses à laquelle on est très peu préparé, y compris, j'ai l'impression, en tout cas d'après ce qu'on a pu me dire, dans le corps médical, quoi. Et là, vous voyez vous avez un enjeu assez massif parce que comment être bienveillant avec un patient si on ne peut pas soigner cet aspect-là de la vie, quoi, qui est fondamental. On ne peut pas servir la vie correctement si on n'est pas capable d'envisager la mort de manière apaisée, on pense. Hein. Ouais. C'était peut-être un peu rude comme partage, mais bon, on est là pour ça. Hein. Non, l'épisode sur la mort, si vous voulez le voir, on l'a pas préparé ce soir, mais effectivement, ce qu'on dit dans cet épisode, c'est d'arrêter de la nier et peut-être même apprendre à la célébrer, comme ça se fait dans certaines cultures. En tout cas, d'apprendre à l'accepter. Moi, j'ai jamais été confronté à la mort encore, que ce soit de proches. J'ai perdu mon chat quand j'étais petit, c'est le seul maximum que j'ai eu. Ça me fait un peu flipper, parce que d'ailleurs, je vous avoue que l'hôpital, c'est pas l'endroit dans lequel je suis le plus à l'aise. Ma mère est à la retraite aujourd'hui, mais était infirmière en réanimation, et j'ai une espèce j'ai rejeté deux choses dans ma vie, à cause grâce à mes parents, je sais pas, c'était le milieu hospitalier, ça me terrifie, et je me suis un peu abaissé là-dessus, mais la religion, c'était deux trucs, parce que et quand tu as dit tout à l'heure, on va visiter la fac et tout, ouais, super. Ça va bien. J'ai un souvenir quand j'étais gosse, ma mère qui rentre du boulot et qui raconte un truc qui s'est passé dans la nuit avec du sang partout, je venais de me lever, je suis allé vomir. Ça, c'était mon rapport. Donc je me dis, ok, j'aurais eu plus d'infos, en fait, il y aurait eu moins de gravité sur ce que c'est que l'appréhension de la mort. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas important. Il y a un truc que j'ai appris dans ma vie, moi, qui m'a beaucoup aidé et que j'essaye de mettre en application tous les jours, c'est la nuance qu'il y a entre le grave et l'important. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on considère que quelque chose n'est pas grave que ce n'est pas important. Et le fait de mettre de la gravité dans les choses, je pense que ça ne nous aide pas. Ça nous tire vers le bas, je pense. Donc on a intérêt, je pense, dans notre vocabulaire, ça passe beaucoup par le vocabulaire, le cerveau fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que ce que vous
pensée déjà influe votre manière de parler, et le contraire est vrai aussi. C'est-à-dire que les mots que vous utilisez vont influencer les connexions neuronales que vous faites. Donc, pareil, changer son vocabulaire, c'est un truc moi, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et d'ailleurs, sur l'échec, j'attire votre attention sur un truc que vous savez mieux que moi. Les moments de l'histoire où la médecine moderne a le plus avancé, ce sont les périodes de guerre. C'est-à-dire des moments où la question du mourir et d'échouer, en fait, arrête d'être grave. Enfin, arrête d'être, voire même importante. Parce que par exemple, en 14-18, où on fait de la chirurgie chronométrée sur des gens sans anesthésie, on sait qu'il faut aller très vite, on fait du quantitatif et c'est un miracle quand on sauve quelqu'un. Et du coup, sur la concentration en fait, d'échecs répétés et compagnie, on a réussi à construire la médecine moderne d'aujourd'hui. Alors, évidemment, aujourd'hui, Dieu merci, on n'est pas confronté à ces environnements-là, mais en tout cas, ça doit vous inspirer comme héritage, parce qu'il faut bien se rendre compte que tout ce qu'aujourd'hui vous avez comme compétences et comme savoir, il vient de pyramides d'échecs, d'amputés, de gueules cassées, de gens ratés, de gens qu'on a recollés à la superglue, parce qu'à l'origine ça servait à ça, la superglue, inventée par l'armée américaine, la cyanolite, pour fermer les plaies, assez vite sur le champ de bataille, voilà. Bref, en tout cas toutes ces choses qui paraissent brutales, barbares et... perspectives qui sont partout, vous voyez, durant la guerre de 40, on avait la superglue, et c'était horrible, et certainement catastrophique pour la réparation des tissus. Et aujourd'hui, je partageais avec Axel une imprimante 3D qui fabrique des tissus humains. Et donc, comme dans les films de science-fiction, vous brûlez la jambe, vous ouvrez la jambe, et il y a une imprimante qui vous reconstitue des tissus en direct sur le membre, à partir de cellules prélevées sur des prépuces d'enfants. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a un marché qui s'ouvre. Mais mine de rien, voilà, vous voyez comment ça peut faire son chemin et comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait regarder les médecins du passé en disant c'était des bouchers barbares complètement inconséquents et qu'en fait ils ont ouvert la voie de ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il faut être tolérant et bienveillant avant tout avec vous-même et vos propres échecs, quoi. Parce qu'en fait ils sont peut-être eux aussi en train de bâtir le monde de demain. Peut-être qu'en ratant une fois, deux fois, trois fois votre première année, vous serez d'autant plus un médecin motivé et confirmé qui sait ce qu'il fait là. Donc il ne faut pas vous juger à cet homme-là, surtout pas. D'ailleurs, en termes de vocabulaire, remplacer j'ai échoué par j'ai appris. Ça paraît gros, mais c'est hyper compliqué et c'est pas du tout un truc qu'on nous apprend à faire. Et apprendre à se. C'est toujours pareil, c'est à se parler à soi-même comme on parlerait à son meilleur pote. Ce qu'on dit, c'est que un pote qui vient de dire qu'il a échoué à un truc, je sais pas, il s'est pris un râteau avec quelqu'un, avec une nana ou avec un mec, tu lui dis pas, c'est normal, t'as vu ta gueule. Vous êtes un ami exécrable si vous faites ça. Je le dis, c'est jamais un mec qui dit bon. Et par contre, si on se prend un râteau à l'autre, c'est normal, je suis moche, je suis pas moche, je sais pas quoi. Alors, vous qui êtes médecin, imaginez ce que vit une personne obèse ou en surpoids quand 9 fois sur 10 elle va voir son généraliste qui dit docteur, je suis pas bien quand elle a raison. Le docteur répond c'est normal, vous avez vu comme vous êtes grosse. Et en fait, ça c'est la réalité de tous les jours. En fait, c'est pas des choses virtuelles ou quoi. Je dis pas que tous les médecins sont durs, mais du point de vue du patient, c'est des choses qui sont vécues souvent. C'est vrai, en fait, pour tous les publics un peu particuliers, les publics trans, les publics toxicomanes, les choses comme ça. Il y a, comment dire, votre bienveillance à l'égard de vous-même, elle va conditionner aussi la confiance que peut vous faire le patient et sa capacité à s'ouvrir à vous. Si vous êtes capable d'être bienveillant avec vos propres échecs et que ça se sent, le patient il sera capable de vous livrer ses échecs à lui. On en parlait tout à l'heure, moi j'ai peur des médecins. Parce que j'ai été élevé n'importe comment à ce sujet-là. Et enfin, j'ai pas peur des médecins, j'ai du mal à y aller. Et j'ai tendance à faire le bon élève. J'ai tendance à mentir à mon médecin pour lui faire croire lui faire entendre ce qu'il a envie d'entendre. C'est hyper chiant comme truc, moi j'ai pareil. Et en fait, d'un point de vue médical, c'est catastrophique. Parce que le praticien, il n'est pas en capacité de me soigner correctement puisqu'il n'a pas les informations. La première fois que j'ai trouvé un généraliste qui m'a changé ce regard-là, c'était un généraliste qui puait l'alcool et la clope, qui travaillait dans un cabinet tout jauni, et qui était, je ne sais pas comment dire, cru et compatible, et qui était tellement loin en fait, du critère de la norme de la bonne santé et compagnie que tout d'un coup je me suis senti autorisé à tout lui confier.
et même à confier des trucs que j'avais même pas conceptualisés dans ma tête, que je faisais qui n'étaient pas bons pour moi, et que j'ai réussi à dire devant ce médecin que j'arrivais pas à dire avant. Mais c'est un principe tout simple, c'est l'empathie, hein. C'est-à-dire que n'importe qui ici va être touché par quelqu'un qui se montre vulnérable en fait. Et on a une espèce de vision de la vulnérabilité qui vient de plein de choses, du patriarcat, du masculinisme, ce que vous voulez, mais en fait la vulnérabilité est considérée comme une faiblesse, alors que, enfin, en tout cas pour moi, c'est une des plus grandes forces du monde d'être capable de la montrer, de l'assumer, et de demander de l'aide, etc. Donc, vous savez, on parlait de ça tout à l'heure, la vision du médecin, c'est cette vision du sauveur, et certainement, on se dit, ok, si je montre de la faiblesse à la personne qui vient me demander de l'aide, en fait, elle va me faire confiance. Mais je pense vraiment qu'au contraire, bon, si quelqu'un va vous dire, je suis malade, et vous faites, non, monsieur, je ne sais pas comment faire pour te soigner, mais non, ça va être compliqué, il faut doser les choses, mais de ne pas avoir peur de montrer que des fois, on ne sait pas, on n'est pas sûr, je pense, important. Et que vous soyez vulnérable, en plus, ne veut pas dire que votre technicité est mauvaise. Au contraire, je pense qu'une excellente technicité, elle doit pouvoir s'appuyer sur une vraie capacité d'empathie et donc de vulnérabilité. Parce qu'une vraie technicité, pour être efficace, elle doit être consciente de ses propres limites, quoi. En plus, je pense que, nous, on parle beaucoup de tout le monde s'en fout, et enfin, moi, dans mon parcours personnel, le truc, le point névralgique de tout le travail que j'ai fait, c'est la notion de responsabilité. Et c'est de comprendre en quoi j'étais responsable de tout ce qui m'arrive. Alors ça ne veut pas dire c'est ma faute. Il faut vraiment faire la différence entre la faute et la responsabilité. La responsabilité, c'est qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive. Et avoir ce statut de sauveur, je pense, en tant que médecin, je me dis que ça, dans un sens, ça déresponsabilise le patient. Il faut prendre conscience toujours de la marge de manœuvre qu'on a. Quand tu es anesthésié sur une table d'opération, tu n'as pas trop de marge de manœuvre, mais disons qu'il y a il faut se dire qu'entre un patient et un médecin, il y a une relation, et la relation, elle est dans les deux sens, en fait. C'est pas l'énergie, enfin, je parle d'énergie, je veux dire les informations comme ça dans un sens. Donc le fait de ne pas hiérarchiser cette relation, de ne pas en mettre un au-dessus, en dessous, ça peut donner des choses bien. Compliqué en France, ça, les amis. Est-ce que peut-être vous voulez poser des questions, intervenir, parce qu'on parle énormément et on peut continuer comme ça. On adore nous balancer des trucs dans le canon. T'as l'autre micro à la limite? J'ai un avec un fil. Ça Allez, va, vous posez la main, je vous en donne un. Ils vont pas vous bouffer, hein? Ouais, soyez gentils. Ne laissez pas tout ça. Moi, je pense que c'est important cette notion d'échec. Attends, t'es où, je te vois pas. Parce que, je parle en tant qu'interne, jeune interne, et en fait, on a des externes qui ont peur de demander des avis, qui ont peur de faire des aides, et qui vont, au lieu de dire qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ont peur d'échouer, vont le faire et mal. On ne vous en voudra jamais de demander, de dire je ne sais pas faire, vous en m'aider. On vous en voudra toujours de faire la merde. Sans avoir dit que vous alliez faire la merde. Et ça, j'incite vraiment pour tous les externes, les jeunes qui ne sont pas encore externes, même les plus vieux externes, c'est que vraiment, vous êtes dans un milieu où, oui, vous n'avez pas le droit à l'échec, parce que l'échec ultime, c'est la mort du patient. Déjà, vous n'aurez jamais des missions qui vont tuer les patients dans vos jeunes années. Et vraiment, il faut avouer à soi-même qu'on ne sait pas faire, avouer à sa hiérarchie, donc ses chefs, ses internes, ses DU, c'est ce que vous voulez, que vous ne savez pas faire. Et vraiment, échec, ouais, c'est pas un échec de dire qu'on ne sait pas faire. Ce sera toujours bon pour vous de dire. C'est un échec, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un bon échec de dire qu'on ne sait pas faire, de dire qu'on a besoin d'aide, sans référer à ses. Et enfin, encore une fois, tu soulèves une question que je trouve intéressante. Est-ce que dans une société, vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que dans une société idéale, on ne devrait pas être capable de penser que la mort du patient n'est pas un échec? Elle est un résultat qui peut être souhaitable, pas souhaitable, regrettable, tout ce qu'on veut. Mais finalement, puisque nous ne sommes pas Dieu, puisque a priori nous sommes tous ici cartésiens, que nous ne croyons pas que quelqu'un décide de la vie et de la mort des gens, est-ce qu'on peut dire cette mort est mon échec? Est-ce que, alors pour aller même plus loin, est-ce qu'il n'y a pas
il parle du décès qui appartient même au patient lui-même. On sait que le cerveau a des mécanismes assez poussés pour apaiser la douleur, pour déclencher le mécanisme de la mort est très intéressant médicalement à regarder de près. Et c'est pas du tout un truc passif, hein. C'est une vraie mécanique, il y a des processus complexes avec des effets, des bénéfices, des choses comme ça. Et finalement, ça appartient aussi à la personne. Même la mort, peut-être, est une co-construction, finalement. Mais ça, c'est très, très, très difficile. Je ne dis pas qu'un jour, on arrivera à penser comme ça, parce que c'est pas notre culture. Ce serait juste pour rebondir un petit peu sur ce qu'on a dit des échecs, et puis, sur le thème de l'échec et de l'expérience qu'on peut avoir, et puis de la hiérarchie. Nous, on y est, enfin pour les plus jeunes peut-être encore moins, mais on y sera tous confrontés, et puis les internes encore plus, et celui qui est au-dessus de nous l'aura été bien avant nous, mais les témoignages existent, parfois pas dans les gens qu'on côtoie directement en stage, mais je voulais juste partager, en début d'année, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Tu ne feras pas de mal », qui a été écrit par Henry March, qui est un neurochirurgien anglais, qui a fini sa carrière, et qui a sorti un bouquin dont tous les chapitres sont les cas qu'il a foirés. Mais n'importe comment, les cas où il a sectionné des nerfs, il a sectionné des mots, il a essayé d'opérer l'interne, qui s'est foiré, qui a paralysé le patient. Et il y a un chapitre notamment qui moi m'a tellement marqué, qui s'appelle, tous les chapitres ont le nom d'une pathologie qu'il a rencontrée. Et ce chapitre-là s'appelle Langueur anémie, qui est le concept d'agonie de l'âme, qui est quand un patient qui va mourir, qui est en train de partir, le sait, avant même son médecin, et il raconte une garde où il était aux urgences, et on l'appelle pour voir un patient, il vient, il l'évalue, il dit bah, ça va bien, mais le patient se tamponne à son bras et lui dit mais ça va pas, je le sens, il y a un truc, c'est pas possible, ça va pas, aidez-moi. Il lui dit bah, je peux rien pour vous, puis il est 22h, j'ai envie d'aller bouffer. Il se détourne du lit, le temps qu'il se détourne du lit, l'infirmière l'appelle, le type s'était arrêté, il le masse, il le récupère pas, le gars était mort. Et lui, ça l'a marqué. Et moi, 2 semaines après, en réanimation, on a eu un patient, s'est battu toute la journée, le soir, il avait passé le cap, on l'avait tiré d'affaire. Et pareil, il s'est accroché à nous et il nous a dit là je sens que ça va pas aller, il a craché, il a gaspé, en 10 minutes on l'avait perdu. Et moi je suis resté là, à mon niveau d'externe, je ne pouvais pas me dire que j'avais fait quelque chose de mal, puisque l'externe en garde en animation, c'était pas de mon ressort, mais je suis resté avec la question après de qu'est-ce que j'aurais pu faire avec le poids du type que j'ai regardé mourir devant moi, et ça m'a vachement aidé le fait d'avoir le témoignage de quelqu'un d'autre qui est d'un autre pays, d'une autre spécialité, d'un autre niveau, mais qui a au final été confronté à la même chose. En passant, le livre fait 8000 pages, n'allez pas voir ce médecin. Il y en a un qui... Putain. Mais tu vois, je voulais rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure, comment tu as fait pour Vietnam et son histoire, bah, juste à demander en fait. Et la demande, c'est un truc pareil qu'on ne nous apprend pas à faire en termes de communication. Moi j'avais fait un stage il y a quelques années, un stage qui parlait de l'ego. Et elle expliquait que voilà, dans une relation, souvent quand on établissait une relation avec quelqu'un, c'est parce qu'on voulait obtenir quelque chose de cette personne. Enfin, ça peut être bienveillant, hein, c'est juste on veut obtenir quelque chose. Il disait, il y a 3 manières de communiquer pour l'obtenir. La première, c'est que tu le prends, et donc tu détruis complètement la relation. La deuxième, celle qu'on fait la plupart du temps, c'est que tu négocies. Donc, tu vas faire comprendre à la personne que si elle te rend le service ou si tu lui donnes, si elle te donne ce que tu veux, c'est dans son intérêt à elle. Ce qui peut marcher, mais ce qui n'est pas hyper bienveillant. Et la troisième, c'est la demande. Juste le fait de demander quelque chose. Mais en ayant conscience qu'une demande peut impliquer un non. Donc il faut apprendre aussi à recevoir le non, ce qu'on discutait tout à l'heure. Et voilà, d'anecdotes que je pouvais vivre dans vos folles aventures. À un moment donné, je sais pas, de panique, je dois faire un truc, on me demande de mettre une aiguille dans un endroit que j'ai jamais fait, et donc je dis que je ne sais pas le faire, et la réponse qu'on me donne, c'est bah tu te démerdes. Et alors, c'était ok, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Est-ce que je le prends pour moi, pour moi, est-ce que je le fais pas, est-ce que... Donc, je sais pas où je vais avec cette phrase, hein, mais en tout cas, n'ayez pas peur de demander, ouais, c'est ça où je vais aller, parce que la peur de l'échec peut parfois aller jusqu'à t'empêcher de demander, et en fait, si tu ne demandes pas, on ne saura jamais si tu aurais pu en faire. Exactement, parce que les tutos YouTube, ça a ses limites. Surtout en chirurgie. Ouais. Moi, j'ai essayé, c'était... Justement, par rapport à avoir peur de demander ou quoi que ce soit, alors moi je suis pas en médecine, donc mon échec il n'aura pas lieu pour conséquence d'un ordre, d'une faction, tout ça, hein, certes c'est un conséquent derrière. Je fais de la recherche en biologie, donc rien à voir. Mais on a quand même cette peur de l'échec
dire, Il y a même... en fait, c'est je me mets une pression, c'est pas on ressent une pression. Alors oui, elle existe contextuelle, et encore une fois, parce qu'on disait tout à l'heure, on est dans un pays qui a un rapport assez particulier à ça. Enfin, on est dans des cultures, en tout cas autour de la Méditerranée, qui ont un rapport un peu extrême à ce sujet. C'est pas universel. Il y a des endroits où c'est très différent. Cela dit, quand même, en premier lieu, j'ai tendance à croire qu'on va toujours projeter sur autrui le jugement qu'on s'inflige à nous-mêmes. Souvent, ce qui crée la peur paralysante de l'échec, c'est la quête du perfectionnisme aussi. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, qui est la notion de l'orgueil. Et encore une fois, je dis ça avec beaucoup de bienveillance, et on en a tous, et y compris des gens en apparence très modestes peuvent être tout à fait drivés par leur orgueil. Finalement, ce jugement qu'on s'inflige à soi-même, il parle d'orgueil. Ce jugement de tu n'es pas légitime à poser la question, tu ne devrais même pas être là si tu ne sais pas, enfin tout ce genre de choses dans lesquelles on va s'enfermer finalement au point de ne plus rien dire, au point de ne plus poser de questions. Elle parle aussi de notre orgueil. C'est un reflet inversé, hein, évidemment, mais ça touche à ça aussi. En tout cas, ça touche à je pense, une quête de perfection quelque part, qui n'est évidemment pas compatible avec, je pense, la science en général et la médecine en particulier. La perfection, c'est la mort, hein, c'est la règle de l'évolution. Exactement. C'est la fin. La seule forme de perfection qui existe exactement en médecine, en fait, c'est la mort, techniquement. On fait la suite parce qu'on est bavard et tout. Et je t'inviterai pour finir à lire les 4 accords Toltec. Pour ceux qui ne connaissent pas, le non-jugement, tout ça. Ouais, il est mieux celui-là. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'on regarde là? Ah, on regarde, merde. On regarde les charlatans. Et si on s'attaquait à un problème qui cause les charlatans? Tu sais, les imposteurs, les arnaqueurs, les manipulateurs, ceux qui te promettent tous les 5 ans un manque gré d'Éden, ceux qui te promettent de faire revenir l'être aimé, ou d'obtenir tes examens sans réviser, ou ceux qui t'expliquent pendant que tu fais la manche que c'est de ta faute si t'as pas réussi. C'est quoi ce bordel? Salut mon abonné. Aujourd'hui, je voudrais que tu intègres quelque chose de primordial. T'en as pas marre de jamais atteindre la première place, comme moi? Je vais te révéler 2 vérités pour ne plus jamais être un loser. Règle numéro 1, cultive tes opinions. Sinon, tu restes incapable d'apprécier ce qui vient. Règle numéro 2, ne te contente jamais du nécessaire. Parce que le truc le plus important, c'est que tu sois mieux que ce que tu es. Et je vais te dire une chose. La croissance, c'est le meilleur moyen pour t'aider à pas finir tout seul comme un as à vivre dans une camionnette. Ah, c'est quoi ce bordel? Allô Zoé? Oui. Non mais le truc que tu m'as installé la dernière fois, ça marche pas du tout, hein. Mais si, y a le mec qui est revenu là, le mec chelou. Oui, tu reviens tout à l'heure, hein. Ouais. Bref, en attendant, c'est exactement de ça dont je parle. Les espèces de gourous jet-lagués et bronzés en chemisette qui te promettent de soigner les 7 plaies d'Égypte en te masturbant le chakra. De toute façon, les influenceurs, ils utilisent leur réseau que pour faire des thunes. Et toi, t'es pareil que le mec de Maxicorp. Va dire ton avenir dans une barre du radio. Le bon côté des choses, c'est qu'un charlatan, par définition, c'est pas non plus un gars passé du côté obscur de la porte qui peut t'obliger à faire des trucs incohérents comme par magie. C'est plutôt le gars qui exploite le fait que tu t'en charges très bien tout seul, ou celui qui anesthésie ta conscience pour te faire agir comme il veut, et de manière à ce que tu sois content. Oui, monsieur Trump, écoutez, je pense qu'on a trouvé une bonne solution pour financer votre mur de barbelés flottants autour du pays là. On va supprimer les retraites. Ah, ouais. Ah, vous voulez l'électrifier aussi? Eh ben on peut foutre des panneaux solaires. Ah bah si, comme ça c'est écolo, et les ONG nous foutent la peine. Hein? Évidemment, on est content. Voilà. À samedi, par exemple, quand on rajoute 100 gluten sur ta bouteille d'eau minérale en plastique, bah c'est pour que t'en achètes une, même si tu sais que c'est hyper polluant. Tu as besoin que je te précise que dans l'eau, il n'y a jamais eu de gluten? Et pour ça, le charlatan, il tire sur une ficelle qu'on a tous dans la tête, la dissonance cognitive. C'est un concept de psychologie sociale paru en 1900.
1957 de Léon Festinger qui marche à peu près comme ça. Ça part du principe que tout humain est animé par un besoin commun, comme vivre sereinement en étant aligné avec son environnement, ses actions, son savoir, ses croyances, son identité et ses émotions. On appelle ça des cognitions. Et souvent, quand les cognitions divergent, tu finis par faire des trucs du genre craquer pour un Paris-New York pas cher pour faire les soldes, tout en t'associant au réchauffement de la planète. Un peu comme si dans ta vie il y avait des post-it. Alors, pour faire taire cette sensation dégueulasse, tu peux bouger le bouton pour qu'il s'aligne ici avec les autres dans ta zone d'équilibre. Par exemple, en faisant des choses cohérentes avec ce que te dit ta conscience. Sinon, tu peux aussi rester bloqué comme un con. Mais ta conscience, elle va te mettre tellement la misère que pour te soulager, tu vas commencer à chercher de l'alignement à tout prix, y compris en dehors de ta zone d'équilibre. Comme ça, tu te radicalises dans le sens opposé aux valeurs que tu avais. Et si tu as déjà lu un livre d'histoire, tu sais à quel point des fois ça part en vrille. Parmi les plus beaux succès de la dissonance cognitive, il y a la cigarette. Le fait de continuer à manger les trucs qui te tuent, et aussi le discours phallocrate. Tu sais, celui qui fabrique de la morale et des bonnes raisons de ne pas se sentir responsable des inégalités. Donc, si tu veux plus vivre dans un système de charlatans, la première chose à faire, c'est de ne pas entretenir les dissonances cognitives. Sauf si tu as envie de continuer à te faire manipuler comme une marionnette. C'est mon Alors, si tu veux pas être un jouet, surveille ton alignement. Parce que le seul diapason qui peut accorder tes instruments intérieurs, c'est que Tu me demandes comment accorder tes instruments intérieurs. Heureusement pour toi, j'ai mis au point un super séminaire vidéo. Yes. Et pour te donner envie d'une inscription premium paiement 3 fois sans frais, je vais te délivrer un secret. Le secret. Il faut que tu débarrasses ta route intérieure des épaves qui te ralentissent. C'est la seule façon que tu auras de toucher les étoiles. Et c'est pour ça que les problèmes du reste du monde, mieux vaut s'en foutre. Parce que, voilà, comme on vous disait, les tronçons comme ça, c'est une fiction. C'est de la micro-fiction, vraiment. Le but des tronçons s'en fout, c'est de traiter des sujets des sujets dont on parle. Et donc, voilà, c'est la fin de la saison 2, la partie fictionnée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez été totalement spoilés sur tout le truc. Mais voilà. Voilà, et l'idée, donc, on a, pour lier le fond et la forme, dans cet épisode, on a mis un équivalent charlatan de notre personnage, donc, qui est le deuxième youtubeur qu'on voit et qui tient des discours affreux. Avec le même code, en fait, l'idée c'est... Pour ceux qui se posent la question, oui, nous avons ramassé tous les papiers. Tous. Il n'y en avait pas. Tous. C'est un sujet assez important, la dissonance cognitive. Alors évidemment, pour nous, c'est très important parce que c'est notre cœur de travail, c'est-à-dire que quel que soit le thème qu'on aborde, en fait, il va parler de ça. Et pour vous, soignants, c'est un sujet fondamental. Déjà parce que vous y êtes confrontés, mais vous connaissez d'ailleurs le concept de la dissonance cognitive, parce que c'est un truc un peu barbare qu'on entend en ce moment et tout. C'est quelque chose qui est, par exemple, extrêmement fort quand on regarde l'impact de la population française sur la couverture vaccinale. Il y a un vrai sujet. Plein de gens, en ayant une sincère bienveillance pour leurs enfants, une volonté qu'ils aillent bien, de les protéger, de les soigner, en fait, sont en train de créer des situations de danger, des résurgences d'épidémies. En ayant la volonté inverse. Voilà. Et vous, en tant que médecin, surtout aujourd'hui à l'heure de Doctissimo et de l'automédication,
d'explication et de tout le monde qui regarde Dr House et qui se fait une idée sur comment il doit se soigner, vous êtes beaucoup confronté à ça. Pour obtenir aussi, je pense, une approche thérapeutique efficace, il est indispensable que vous ayez connaissance et compréhension de ces phénomènes-là. Sinon, vous pouvez passer complètement à côté de comment marche votre patient. Par exemple, un médecin généraliste qui va traiter des problèmes d'addiction au tabac, s'il ne comprend pas comment fonctionne la dissonance cognitive, il ne pourra jamais aider ses patients. Parce que, en fait, on n'est évidemment ni dans la morale, ni dans des rapports d'efficacité sanitaire. On est dans des circonvolutions psychologiques parfois complètement contradictoires. Encore une fois, je reprends l'exemple des anti-vaccins, c'est fou. C'est-à-dire que pour obtenir un bénéfice sanitaire, on en vient à créer des situations de risque sanitaire. Et par ailleurs, en plus, c'est dur à dire, mais pas toujours de manière complètement folle. Moi, j'ai vécu de plein fouet l'histoire, le vaccin là, pour le H1N1, qui a été catastrophique, je pense, pour le monde médical, parce qu'on a fait vacciner. J'ai été tout seul à hurler sur toute ma famille en disant que c'était des ignorants, machin. Je suis le seul à m'être fait vacciner. Et je pense que tous ceux qui étaient un peu tangents dans ma famille, ils ont basculé anti-vaccin d'un coup. Et je ne pourrais plus jamais argumenter parce que, effectivement, c'était un produit de qualité mauvaise qui a servi à rien et compagnie. Bref, en tout cas, me voilà bien emmerdé pour lutter avec les dissonances cognitives de toutes ces personnes. Et voilà, donc ça nous paraissait important, fondamental d'aborder ce thème avec vous. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, est-ce que c'est clair ce que c'est que la dissonance cognitive? On est d'accord? Alors en gros, c'est pas si compliqué que le terme en fait. Dissonance cognitive, c'est quand il y a un désalignement entre ce que vous savez, ce que vous pensez et ce que vous faites. Et l'exemple de la cigarette, c'est que la cigarette, c'est le meilleur exemple parce qu'en plus on l'écrit sur les paquets, on écrit fumé tu, c'est-à-dire qu'on l'écrit dessus. Et alors moi je fume très occasionnellement, mais quand les fumeurs on se dit ok, je vais prendre un petit moment de plaisir. Moi je fume, je vois plus fumer tu. Ouais, mais en plus voilà. Donc, en fait, c'est quand votre cerveau il déforme votre réalité et qu'il va choisir des éléments très particuliers pour vous convaincre que vous n'êtes pas débile au point de faire un truc qui est mauvais pour vous. En fait, c'est ça la dissonance cognitive. Et en fait, ça c'est ce qui déclenche la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il y a le mot dissonance, c'est-à-dire c'est un inconfort, c'est-à-dire qu'on le sait qu'il y a un truc, mais c'est des œillères qu'on se met pour se dire non, j'ai fait les bons choix. C'est pour ça que plus on avance dans le temps, et plus c'est compliqué de se débarrasser de ces dissonances cognitives parce que si on prend conscience sur le tard, on se dit ok, ça veut dire que je me suis planté toute ma vie, et ça c'est très compliqué pour le cerveau d'avouer ça en fait. Parce qu'encore une fois, on ne nous apprend pas à mettre le regard sur nos échecs, etc. Donc voilà, tout est lié en fait. Donc la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ces dissonances cognitives, de ne pas les juger surtout. Moi qui m'intéresse depuis pas si longtemps que ça à l'écologie, ça fait 2 ans, si le jour où j'ai décidé par exemple de devenir végétarien, je m'étais jugé en me disant ça veut dire que tout le reste de ta vie t'as été nul et tout, machin. En fait j'aurais pas pu passer le pas. Donc c'est le fait, c'est ce procédé d'acceptation en fait, au sens l'acceptation c'est pas baisser les bras, c'est se dire ok c'est comme ça, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma marge de manœuvre toujours, c'est ce truc de marge de manœuvre, qu'est-ce que je peux faire, et ça passe avant tout, c'est ce que, alors, je sais pas s'il y en a qui ont lu les accords Toltec, moi c'est un truc qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ils te disent que le fait d'arrêter de juger, ça peut tout déclencher en fait. Mais on ne vous apprend pas à pas juger, c'est ça le problème. Oui, je me suis mis debout, parce que voilà, ça m'a énervé. En tout cas, on vit aujourd'hui dans un monde où pour la première fois de l'histoire de la science moderne, on a la perspective chiffrée de notre propre finitude, en termes de ressources, en termes d'évolution du climat, de tout un tas de choses. Et une des manifestations les plus incroyables de la dissonance cognitive, c'est que, confronté à ces informations qu'on n'a jamais eues de manière aussi précise, on est incapable de mettre en œuvre les outils, les solutions que nous possédons aussi, les technologies qu'on a déjà inventées, qui sont déjà prêtes à être mises en œuvre. On n'arrive pas à faire coller le constat et l'action. Et c'est la merde. Hier soir, j'ai assisté à une conférence de collapsologie. Collapsologie, c'est ce qu'on appelle entre guillemets la science de l'effondrement. C'est ça. C'est le fameux service qu'on voit en ce moment un peu dans les médias qui a inventé ce terme. Et en gros, c'est des gens qui font les liens entre les causes et les conséquences du dérèglement climatique, enfin tout, à toutes les échelles, c'est-à-dire
l'échec social, climatique, des ressources, etc. Et moi j'y suis allé en me disant, bon de toute façon je traite ces sujets depuis 2 ans et qu'ils s'en foutent, ça va, je suis au courant, j'étais en PLS à la fin, très clairement. Donc c'est d'autant plus difficile d'accepter ces dissonances et de commencer à faire des actions, parce que l'idée c'est toujours pareil, c'est de passer du mental au corps en fait, c'est de poser des actions dans la bienveillance, etc. Donc, en tout cas, l'approche et la compréhension de ces mécaniques, qu'elles soient dans vos têtes ou dans celles de vos patients, je pense, sont un très bon moyen d'obtenir ce que vous avez besoin d'obtenir du patient. Parce qu'au final, on en reste là, hein, dans votre relation médicale, vous n'êtes pas là pour être ni un conseiller conjugal, ni un conseiller bancaire, ni quoi que ce soit d'autre, vous êtes là pour délivrer une information technique qui va conduire à soit un maintien d'une bonne santé, soit une amélioration d'une santé dégradée. Et parfois, et même beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, il faut passer par des voies de traverse. C'est con, hein, mais par exemple, des messieurs nés dans les années 40, 50, 60, sur les pathologies cardiaques, il faut faire attention parce qu'on peut vite défoncer la virilité d'un monsieur comme ça. Ça peut paraître complètement débile, ça peut paraître hors sol aujourd'hui, mais on peut parfois précipiter la dégradation d'un patient parce qu'on n'arrive pas en fait à le prendre par le bon côté. On n'arrive pas à saisir en fait comment fonctionnent ces dissonances à lui, où sont ses blocages, et en passant en fait de manière frontale, parfois on nuit plus qu'on ne soigne. Et du coup c'est d'autant plus compliqué que ça ne répond pas en plus à de la science lourde. C'est-à-dire qu'on n'est pas là sur des cas de figure, des tableaux avec une cause, un traitement, un médicament, un dosage, des choses comme ça. C'est vraiment plus de la finesse de perception. C'est ce dont on parlait ce midi, c'est le fait de remettre tout simplement le facteur humain là-dedans, avec tout ce que ça implique, encore une fois, de vulnérabilité, d'imperfection et des choses à régler. Le fameux Dr House, si vous avez vu la série, il marche beaucoup comme ça. C'est souvent en fait l'histoire d'un mec qui à la fois est très technique et aussi très psychologue et qui arrive à rentrer en fait dans les travers de ses patients, dans leur manière de penser, et un peu comme faisaient les philosophes de l'Antiquité, à les prendre par surprise, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de décerner de manière verticale un savoir, genre tu dois faire ça pour ton bien, il va aller planter la graine chez la personne. Alors évidemment, vous n'avez pas le temps de faire ça en 30 minutes de consultation, et voilà, quand il y a un cancer du poumon stade terminal, il n'y a plus trop le temps de planter des graines. Mais mine de rien, il y a quelque chose d'intéressant. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant dans la construction d'un rapport peut-être moins vertical. Je pense qu'on souffre pas mal de la verticalité de la société, notamment en France, et notamment dans les rapports avec les journalistes ou les rapports avec les médecins. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'on en parlait tout à l'heure, les médecins, c'est une des professions les plus représentées dans les sphères de pouvoir. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on est à 43%, je crois, de l'Assemblée nationale qui vient du monde médical. Ça veut dire qu'il y a une corrélation, et jusque-là, en fait. Jusque-là. Oui, mais en fait, je trouve que c'est bien de parler de dissonance cognitive, parce que c'est vrai que c'est sûrement d'actualité, mais je trouve qu'on a un problème avec nos patients, c'est l'accès aux connaissances qu'ont nos patients, et on se rend compte que, pour moi, l'idée que j'ai de la dissonance cognitive, c'est quelqu'un qui a des connaissances, et qui a son environnement, ses croyances, tout ça, qui ne sont pas alignés. Un patient qui n'a pas les connaissances nécessaires pour pouvoir intégrer ce qu'on va lui expliquer, parce qu'on est souvent confronté à des patients, on leur explique des choses, mais on se rend compte que niveau connaissance, c'est pas une question de jugement, c'est pas leur faute, parce que chacun a ses degrés d'évolution dans sa société, dans sa culture, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on voudrait leur apprendre, qu'on voudrait leur expliquer, on n'a pas le temps, mais ils n'ont pas, eux, les connaissances nécessaires pour l'atteindre. Du coup, et puis des fois, ils ont la capacité de pouvoir comprendre ce qu'on leur dit, on leur explique, c'est comme l'intelligence cognitive, pour moi c'est le mec de Nuit debout qui prêche les gens qui nous foutent des cancers chez Monsanto, les gens qui utilise la télé pour la communication, tout ça, puis en fait il est avec sa clope à la main, Marlboro, je ne paie pas l'impôt, tout ça. Donc lui il ne sait pas, on l'informe, il va être en dissonance cognitive. Mais jusque-là, pour moi, il n'est pas en dissonance cognitive vu qu'il ne sait pas que Marlboro ne paie pas l'impôt en France ou qu'il ne veut pas le savoir. Après, à côté de ça, on a les anti-vax qui, eux, je trouve,
quand on est en face de quelqu'un en médecine générale, consultation multirale, on est en face de quelqu'un anti-vax. Enfin, personnellement, je n'argumente pas en fait. Ça sert à rien d'argumenter. En tout cas, moi, je suis jeune interne, c'est mon 3e semestre, j'ai peut-être beaucoup de choses à apprendre. Mais un mec qui est anti-vax en face de moi, j'en ai dans ma famille, c'est pas possible. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir, quoi. Alors c'est juste, mais cette personne-là, si on baisse les bras pour essayer de la convaincre, un jour elle nous ramènera la peste ou le choléra. Mais factuellement. Hein. Et à un moment, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué, mais il faut qu'on trouve un moyen de dépasser notre propre blocage. Moi, j'étais spécialiste de l'extrême droite pendant 10 ans au Figaro. Alors, je ne raconte pas des gens avec qui j'avais pas envie de parler, j'en croisais 15 par jour. Mais vraiment, à un moment donné, et c'est là où peut-être la compréhension de la dissonance cognitive peut nous aider, tu as raison, il ne faut pas argumenter sur le sujet du vaccin. Mais les anti-vaccins, leur problème, ils ne concernent pas le vaccin en fait. Dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que d'une part, les arguments et la scientificité des éléments apportés, en fait, parlent de toute autre chose que du vaccin. C'est des angoisses, c'est des projections, c'est plein de choses qui sont pour le coup traitables, je pense, enfin traitables d'un point de vue intellectuel et du débat. Et évidemment que si on va faire la bataille de tranchées sur le sujet même du vaccin, ça ne va pas fonctionner parce qu'en général, ils auront passé 6 mois à se surnourrir d'argumentaires, de sophismes, de trucs comme ça qui de toute façon plomberont le débat. Mais par contre, je pense qu'on peut être roublard, entre guillemets, et passer derrière les lignes. C'est difficile parce qu'on n'a pas la... En fait, moi, je ne me sens pas comme en rôle de changer ce que veulent les gens. Et quand j'ai quelqu'un qui est anti-vaccin en face de moi, ce qu'il veut, c'est juste être anti-système, c'est être anti-vaccin. Donc mon rôle en tant que médecin, c'est de lui donner les informations. Et puis comme un mec qui veut pas se faire soigner pour son cancer, c'est lui dire la décision c'est la vôtre, vous voulez y croire, vous n'y croyez pas. Nous, on a plus cette vision paternaliste du médecin, les gens ont beaucoup plus accès aux informations. On a encore certains patients, et dans ce que vous disiez, on est obligé de partager la relation, annuler la verticalisation. Chez certains patients, c'est très difficile parce qu'on est obligé d'avoir une relation paternaliste parce qu'ils n'ont pas le développement pour pouvoir faire des choix complètement à 100% par eux-mêmes. Et il y a les patients anti-vax, on ne fait pas de paternalisme, en fait, on leur donne les informations et on est là pour les soigner s'ils veulent bien, mais on n'est pas là pour changer leur volonté, parce que je pense que c'est vraiment une volonté des gens d'être anti-système, et puis, mais par contre, le jour où je suis malade, il faut trouver le dernier traitement pour me soigner. Ouais, de toute façon, l'idée, c'est de... Ça marche plus ? J'ai plus le droit de parler, en fait. Non, je voulais dire, c'est la prochaine vidéo, c'est quoi ? Ah merde, moi je vais dire après. Non mais l'idée c'est effectivement, on ne prône pas le fait de changer ce qu'il y a à l'intérieur des autres. Pareil, tu en parlais tout à l'heure, tu disais, moi parfois j'ai des patients, j'essaie de leur dire avant de leur prescrire des médicaments qui vont avoir des effets secondaires, j'essaie de leur dire, mais mangez mieux, fumez moins, buvez. Mais ça tu peux pas obliger les gens, tu peux juste dans la bienveillance, alors c'est un terme un peu barbare que nous on dit souvent, mais après en fait je ne serai jamais confronté à ce que vous allez être confronté, donc c'est un peu facile, j'ai plein de théories là-dessus. Dans mes domaines de vie, je vois que à force de le faire, il n'y a pas de résultats immédiats, et c'est au moment où tu t'y attends pas que tu as des petites touches de résultats. C'est toujours l'idée, c'est de viser plutôt que d'atteindre, tu vois, mais je compatis avec 8%. Et je crois aussi que vous commencez votre métier, enfin, vous entamez en tout cas une phase de carrière à une période historique particulière et particulièrement difficile. Parce que vous êtes au croisement de 2 âges, enfin nous sommes tous, je crois, au croisement de 2 âges. On n'est pas si vieux. Qui est un âge, moi je qualifierais un âge de l'obéissance et un âge de la surinformation. C'est-à-dire nous sommes dans des sociétés conditionnées, de l'école jusqu'à la morgue, à l'obéissance et pas au consentement. En permanence, on obéit aux journalistes, on obéit aux politiques, on obéit à son médecin, on est dans la verticalité, on va dire depuis les années 50 jusqu'aux années 2000, on est sur ces schémas-là. C'est en train d'évoluer, notamment par la démocratisation de l'information, et tu le décrivais bien aujourd'hui, vous médecins, vous êtes détenteur d'un savoir, puis vous avez des gens en face qui vous opposent un autre savoir, très renseigné avec 1000 sources et compagnie, qu'il faudrait presque prendre 2 ans d'études pour aller redémonter derrière. Ça montre, je pense qu'on a
une double contrainte aujourd'hui, effectivement, qui est un peu particulière. Et il y a des patients qui sont en demande, et c'est normal, comme il y a beaucoup de gens dans la société qui sont en demande d'obéissance parce que nous sommes élevés comme ça. Après, peut-être que c'est idéaliste, mais j'ai tendance à croire que ça évolue doucement. En tout cas, j'ai pu voir dans d'autres pays que c'est pas comme ça partout. Par exemple, on parle souvent des pays scandinaves, les rapports sont très 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 différents, et c'est marrant de voir que le rapport de la population à sa propre santé n'a rien à voir avec ici, quoi. En Finlande, qui était un des pays d'Europe qui avait les plus graves taux d'alcoolisme, en 25 ans, l'alcool est devenu un truc has-been. En fait, les jeunes générations sont l'héroïne, tous... Non, non. En fait, non, ils sont tous à la salle de sport et c'est assez étrange en fait. Ils ont l'air super chiants par rapport à nos critères français. Ils sont beaux, musclés, bien portants, en bonne santé. Et quand on leur parle d'aller se bourrer la gueule dans les bars, ils regardent avec des grands yeux en disant c'est un truc. T'es pas en dépression, toi, quoi. Voilà. C'est pas terrible. C'est un truc de vieux con en fait. Et c'est pas inintéressant parce que qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Il y a aussi une culture éducative qui est très différente, qui est responsabilisante et qui est fondée sur le consentement. Et donc en fait, naturellement, les jeunes vont aller peut-être plus spontanément vers des choses qui sont saines, y compris au sens médical du terme. En tout cas, c'est un constat. C'est-à-dire que c'est des pays où on fume aussi beaucoup moins. Alors ils ont des problèmes, hein, évidemment, d'usage de drogue, de choses comme ça. Mais les rapports, en tout cas, j'ai l'impression, sont très différents. On est moins dans un truc victimaire. Je trouve. Enfin, c'est marrant en France, par exemple, sur le sujet du tabac, comme on est dans une espèce de contradiction permanente avec un État prescripteur, en fait, qui va amener les gens à leur faire arrêter la cigarette avant eux-mêmes, en montant le prix, en montant des choses comme ça. Alors en fait, on sait, ça a déjà été étudié, c'est pas ça qui fait que les gens arrêtent. Les gens arrêtent parce qu'ils sont informés sur les dégâts sur leur santé, parce qu'ils sont malades et qu'ils en ont marre, pour plein de raisons. Mais c'est rarement un paternalisme venu de l'État en fait qui va permettre de faire la bascule. Quand j'étais adolescent en Angleterre, on payait les paquets de clopes 10 pounds déjà, et il y avait plein de fumeurs. Et aujourd'hui, il y a encore des fumeurs en Angleterre. C'est comme toute forme de prohibition. Ça tend à déresponsabiliser. Alors souvent, par exemple, dans notre bouquin, on a fait un passage sur la prohibition, sur le cannabis, tout ça, et sur le fait de... Déjà, c'est Marc qui dit ça, ça me fait beaucoup rire. On a décidé que cette plante-là, non, ok, c'est tout. Parce que bientôt, on va interdire le vent. Donc il y a cette notion de verticalité toujours, de ce besoin d'avoir raison, quoi. Et ça, ça épuise tout le monde en fait. Il faut qu'on arrête d'essayer d'avoir raison en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur cette question de la drogue, c'est assez marrant. La médecine l'illustre, hein, les mêmes produits peuvent vous sauver la vie ou vous tuer absolument en fonction de comment ils sont dosés, comment est-ce qu'ils sont abordés, voire même il y a tout un champ de la science médicale qui s'est ouvert à partir du moment où on a levé le tabou sur un certain nombre de produits, notamment tout le champ de l'anesthésie en fait qui se fait avec des psychotropes. Et vous le savez, vous médecins, il y a donc des drogues justes, des drogues pas justes, et en fait c'est une question aussi d'ajustement, de curseur, d'évolution. Et en tout cas, à chaque fois qu'on a ouvert les vannes vers plus d'ouverture, la science s'est enrichie. On a rarement eu l'effet inverse. On a rarement ouvert notre champ de savoir à des nouvelles compétences ou à des nouvelles molécules en sortant moins riches et moins compétents, quoi. On n'est pas en train de faire l'apologie de la drogue. Mais... en tout cas, ici, je pense que vous êtes un public qui est aux prises au quotidien avec l'ambiguïté, l'ambivalence de ces sujets, quoi, évidemment. Oui. Merci encore de venir nous voir et de nous donner l'occasion de nous mettre quelques-uns en table pour réfléchir sur notre pratique. Je veux juste commencer par rebondir sur quelque chose qui s'est dit un peu plus tôt concernant l'échec et la mort. Et je trouve que dans le milieu médical, on a quand même un certain recul sur la mort. Milieu médical au sens large, c'est-à-dire ça inclut au premier chef les
sont les premiers à dire que des fois il faut savoir s'arrêter, quoi. Et, mais par contre, c'est difficile de le dire en dehors du milieu. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment avouable. Parce que dans la société aujourd'hui, c'est vraiment vécu comme tel, et du coup, la médecine sur ce côté-là est contrainte par son environnement. Complètement, ouais. Après, il y a autre chose, peut-être que certains parmi nous préféraient axer un peu plus leur médecine sur le préventif. Encore une fois, la médecine aujourd'hui dans notre société, elle est consommée en curatif. Et elle a du mal, la médecine préventive en tant que telle, elle a du mal à être reconnue officiellement avec, je sais pas, des médecines un peu plus douces qui viennent en amont de la médecine allopathique. Et puis, moi je comprends la dissonance cognitive comme vous l'avez présenté, comme le premier, le stade pré-conflit moral, en fait, pour les médecins que nous sommes. Et aujourd'hui, encore une fois, là-dessus, le conflit moral va souvent venir du delta entre ce que voudrait pouvoir faire le médecin pour ses patients et le temps, notamment, qu'il a à leur attribuer. Et du coup, ça, je pense, et on le voit avec les urgentistes, comme ça avait été dit tout à l'heure, les urgentistes sont plus touchés par le burn-out, par la déconnexion un petit peu entre ce qu'ils font et ce qu'ils voudraient faire. Et donc, la question que vous posez ce soir avec la dissonance cognitive, pour moi, pose la question aussi de comment on fait pour gérer ce pré-conflit moral, une réalité qui ne nous appartient pas complètement. Et je pense que voilà, c'est notre tour de la table de réfléchir là-dessus et donner aux médecins les moyens un peu de se défendre, de gérer cette frustration-là, serait quelque chose d'important. Alors, difficile question, je vais te faire une réponse profane et très subjective, mais il faut vous battre, camarades. Il faut vous battre dans la tranchée, quoi, parce que c'est quand même frappant que les gens qui organisent le démantèlement de la santé publique depuis certaines années, pour majorité, en tout cas pour bonne partie, soient des professionnels de santé eux-mêmes, quoi. Et à un moment donné, la question que tu poses, c'est celle de l'adéquation entre ce que tu vas projeter dans ta mission, ce que le patient va projeter sur toi et les moyens mis à disposition. Et la question de ces moyens, ça touche un peu ce qu'on disait, la dissonance cognitive tout à l'heure par rapport à l'écologie, à plein de domaines. On n'a jamais eu autant de moyens et paradoxalement, on a l'impression, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on se soigne pas forcément mieux, voire même dans plein de domaines, ça commence à se dégrader, au sens où les maternités sont moins proches de là où les femmes accouchent, il y a moins de quantité en fait, d'établissements, il y a des plans, je suis journaliste depuis 10 ans, j'ai l'impression que tous les ans, tous les 2 ans, il y a une grande réforme de l'hôpital où on demande de couper tous les coûts parce que ça n'est plus tenable. À chaque fois, l'hôpital réussit le tour de force de rentrer dans les clous, et à chaque fois, l'année d'après, ils se disent « Ah, mais vraiment, c'est pas tenable, il faut rebaisser les notes. » Et il y a un moment donné, il y a un choix de société qui est posé, qui est un choix qui ne vous appartient pas seulement à vous, médecins, qui vous appartient aussi à nous, patients, mais c'est un choix collectif. Et à un moment donné, il faudra sortir de la réserve, je crois. Après, ça peut poser des questions éthiques et morales, hein, mais je crois qu'il faudra sortir de la réserve pour mettre Monsieur Tout-le-Monde aussi devant ses responsabilités, parce que vous avez un cadre exceptionnel hein, qui est le rapport que vous avez à votre patient. Vous parlez à énormément de gens tous les jours, très variés, qui vous accordent une confiance particulière. Et ces messages-là, à un moment donné, je pense qu'il faut pouvoir les passer. On entend très peu parler les médecins d'eux-mêmes. Le médecin ne dit jamais comment il va, et c'est normal, c'est pas pour ça qu'on va le voir, mais j'ai envie de dire, moi ça me paraîtrait pas complètement fou. Si un jour mon médecin me disait à la fin de la séance, bah voilà, on s'entend bien, vous êtes content du soin que je vous ai apporté, mais sachez que je ne serais pas choqué. Parce que j'ai confiance dans le savoir qu'il m'apporte vis-à-vis de ma santé. J'ai aussi confiance dans son regard sur le fonctionnement du système de santé. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un tabou qui est presque un tabou de l'ordre politique, alors que pourtant, la question de la santé publique, elle est profondément politique. Elle touche une question voilà, d'équité, de modèle de société.
Et aujourd'hui, on est en train de brûler au lance-flamme le modèle de société qu'on a mis en place dans une des périodes les plus dures de notre histoire, qui était le sortir de la guerre de 40. On n'avait pas un rond, on n'avait rien, et pourtant on a construit des systèmes de santé que le monde entier nous envie, quoi. Et aujourd'hui, on vend ça à la découpe, à la clinique, au monde privé et compagnie, aux assurances, à tout ce que vous voulez. Bref, en tout cas, pour répondre à ce sujet, je pense qu'il y a un enjeu de révolte à mener, les amis. Puis comme tu dis, la médecine curative, je pense, nous a poussé, hormis nous, en tant que patients, à se déresponsabiliser et en fait à se dire, ok, de toute façon, j'ai pas besoin de prendre soin de moi, parce qu'il y a des gens qui sont payés et qui font des années d'études pour faire ça, en fait. Donc, moi, je m'en fous, je vais manger n'importe comment. J'ai pas besoin de prendre soin de moi, puisqu'il y a en plus un système derrière qui a été mis en place. En fait, on est infantilisé de ouf, quoi. Donc, l'idée, c'est de... Il y a cette notion du sauveur, pour moi, qu'il faut... et ça tient pas, enfin, ça tient à tout le monde, hein, des deux côtés, patients et médecins, à casser. Et donc, pour sortir, ce qui va nous amener à la prochaine vidéo, à sortir de ce triangle qui est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur aussi dans l'équipe des Mondes Sans Compte, parce que ça nous a beaucoup aidé à évoluer nous-mêmes dans nos vies personnelles, c'est ce qui s'appelle le triangle de Karpman, qui est un procédé psychologique. T'as vu cette transition ou pas? Ouais, tu spoil un peu. À tout à l'heure. I don't want to set the world on fire. Je voudrais bien discuter d'un truc qui échappe à tout le monde. Le pouvoir. Bon, soyons clairs, le pouvoir, ce n'est pas ça. Ça n'implique pas forcément non plus de se faire élire ou de se faire mordre par une bestiole irradiée, ou les deux. Parce que si le pouvoir, c'est d'avoir l'ascendant sur quelqu'un, bah, ça implique forcément quelqu'un qui subit, qu'on appellera ici la victime. Et c'est vrai que dans nos sociétés monothéistes, la notion de victime, c'est plutôt sacré. Je te pardonne. D'ailleurs, quand on te demande si ça va et que tu réponds, ça va, bah tout le monde s'en fout. Non. Par contre, si on te demande si ça va et que tu réponds, en ce moment ça va pas trop. Ah oui. Quand on va mal, c'est aussi des fois parce que les autres nous ont fait mal. On ne peut pas tout faire tout seul, des fois il faut de l'aide. Si je ne te réponds pas, je ne suis pas condescendant. Peut-être que ton cerveau, pour être sûr d'avoir le beau rôle sur la grande scène des névroses de la vie, les humains ont inventé un super jeu psychologique. Ça s'appelle le triangle de Karpman. C'est un modèle proposé en 68 par le psychologue américain Stephen Karpman. Bon, en gros, ça te dit que dans les rapports humains, parfois c'est plus facile de jouer un rôle que d'être vraiment soi-même. Alors évidemment, cette approche ne s'applique pas à une personne en détresse qui serait incapable de s'occuper d'elle-même. C'est pas la peine de faire le rageux là-dessus dans les commentaires. Pour aller droit au but, il y a 3 rôles principaux qui occupent le haut de l'affiche. La victime, le bourreau et le sauveur. C'est lequel ton préféré? Quand tu prends le rôle de la victime, c'est les moments où tu te plains, où tu dis que c'est la faute des autres et que c'est vraiment trop injuste. Parce qu'il y a des bénéfices à être une victime. Et surtout, ça attire l'attention des sauveurs. Du coup, inconsciemment, t'as pas vraiment d'intérêt à résoudre ton problème parce que sinon, bah, tu risques de sortir de ton rôle et après le sauveur, il s'occupe plus de toi. Mais tu comprends pas, ce travail, c'était toute ma vie. Mais c'est pas toi qui as démissionné? Mais c'est parce que mon patron, c'était un monstre avec moi. Mais c'était pas toi le patron? Le sauveur. Et quand t'as l'impression que t'es la personne qui peut régler les problèmes de la vie, même sans qu'elle te le demande. Non mais je vous comprends tellement, ça doit être dur comme épreuve. Mais vous êtes qui en fait? Et quand tu t'aimes pas trop, bah, ça te fait du bien de sauver quelqu'un. Hein, ça te donne de la valeur à ton image et ça peut te sentir important. Donc au final, autant que ça dure. Je vais vous sauver, mais d'abord on va faire un petit selfie pour mon Insta. Mais en fait, ton envie de sauver ta victime, bah tu la places en incapacité de le faire elle-même. Quand t'es le bourreau, ton but c'est de donner des leçons pour faire régner ta vie. Parce que avant, toi aussi t'as été une victime d'abord. Ou parfois le bourreau c'est pas forcément des gens, mais plutôt des trucs comme ça. Genre la société, l'alcool, le travail, le futur. Et pour bien compliquer le tout, une fois que t'es enfermé dans le triangle, bah, tu perds ton temps à passer d'un rôle à l'autre, en boucle, en mode chaise musicale. T'es la condescendance incarnée, tu critiques la société, mais t'as pas jamais les solutions. En plus, ta sœur, elle explique mieux. Donc, dans la mesure où le triangle de Karpman, ça produit que des conflits qui tournent en boucle, pour en sortir, il n'y a que toi qui peux agir sur toi. Et pour faire ça, il existe un truc magique. Ça s'appelle le verbe pouvoir. C'est-à-dire la faculté de faire des trucs. Pour commencer, il faut que tu te donnes une permission pour pouvoir ensuite faire un truc. Oui, c'est le cerveau, j'écoute.
Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Attends, il va vraiment aller à la soirée? Mayday, vous m'entendez? Balancez-lui toutes les images de râteau comme un stock. Mais c'est la merde. Et c'est quand tu as la permission plus la protection que tu peux faire ce que tu as décidé. Ah non, c'est bon. Et il a mis sa chemise bleue, il a mis 2 fois du déo. Ah, ça va le faire. Non, j'ai confondu. Donc le vrai pouvoir, ce n'est pas une question de rapport avec les autres. C'est la marge de manœuvre que tu t'accordes à toi-même. Et tout le monde s'en fout. Venez vous sauver. Ah non, mais moi c'est bon, j'ai plus besoin. Non, mais allez-y, plaignez-vous. Vaste sujet, n'est-il pas? Donc voilà, comme on l'a évoqué pas mal de fois depuis le début de cet échange, ça c'est probablement une des thématiques les plus importantes, parce que de par votre rôle dans la société, vous êtes en plein cœur de ce sujet-là. Les gens projettent sur vous des attentes de sauveurs, ils se placent souvent eux-mêmes en situation de victime, et de manière assez régulière, ils peuvent aussi vous faire basculer dans la situation du bourreau. Si par exemple le traitement qu'ils subissent a beaucoup d'effets secondaires, s'ils estiment que vous êtes trompé, que vous êtes obligé et compagnie. Et pour vous, pour pouvoir vous construire une estime de vous-même à peu près viable à l'échelle d'une carrière, même si elle ne dure pas toute votre vie, c'est important d'être capable de faire des pas de côté. A fortiori, dans une société où de plus en plus le patient n'est plus le seul acteur de sa dégradation de santé. C'est-à-dire qu'il y a un facteur particulier aujourd'hui, ce qui est l'empoisonnement ambiant. C'est-à-dire que dans les années 80-90, on avait des patients cons qui prenaient de la coke, qui bouffaient du McDo et se pourrissaient les artères et mouraient jeunes. Pour faire gros, aujourd'hui, on a de plus en plus en fait un truc contextuel un peu fatal. C'est-à-dire que vivre à Paris, par exemple, pour quelqu'un de sain, c'est quand même l'équivalent d'un paquet de clopes tous les 10 jours, je crois. New Delhi, c'est quasiment 2 paquets par jour. Et quoi qu'on fasse, en fait, il y a aussi toutes ces questions encore en suspens sur la cancérologie, sur qu'est-ce qui favorise la génération des cancers. C'est très varié, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu et beaucoup de facteurs qui sont pas liés à des comportements spécifiques du patient. Tous les 2 jours, tu découvres un truc que tu fais dans ta vie, ça touche que le cancer. C'est ça. Et donc vous avez aussi, comment dire, cet enjeu un peu particulier de gérer ce rapport victimaire du patient qui est confronté à une société déprimante, écrasante, empoisonnante et en plus dans laquelle on lui explique toute la journée qu'il ne va pas s'en sortir et que c'est bientôt la fin du monde. Bref. Du coup, voilà, en plein cœur du réacteur, est-ce que ça vous suscite peut-être une réaction? De toute façon, vous aurez toujours le statut de sauveur puisqu'on vient vous demander de l'aide. Mais l'idée, c'est ce qu'on dit, c'est la vision que vous avez de vous-même, de ne pas rentrer dans ce jeu-là, de ne pas être d'accord avec ça, parce que sinon, au bout d'un moment, ça va trop vous peser. Et le problème du triangle, c'est qu'à un moment donné, tu n'as même plus d'intérêt à ce que la victime soit sauvée, puisqu'elle t'aide à avoir de l'estime de toi. Et si ça ne vient pas de toi, en fait, c'est vraiment un truc vicieux de merde, quoi. Et oui, c'est dur de le voir. Peut-être on aurait dû un peu expliciter la notion du sauveur. Là, c'est une acception évidemment négative du sauveur. Oui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour rendre un service. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas le sauveteur, c'est le sauveur, c'est-à-dire c'est une position d'ego. Et en général, les 3 rapports qu'on a décrits là, victime, bourreau, sauveur, en fait, ce sont 3 rapports de domination. De manière paradoxale, le sauveur domine la victime domine le bourreau, et le bourreau peut dominer les 2 autres, ça dépend en fait. Donc on est toujours en fait dans une recherche de prise de contrôle et de maintien d'un ascendant. De déresponsabilisation. Voilà, ce qui est assez compliqué, notamment dans vos rapports à vous, parce que le moment où le patient se déresponsabilise, c'est foutu. Il y a très peu de prise dessus et c'est le meilleur moyen de finir avec des patients un peu comme moi je me décrivais, c'est-à-dire qu'il va faire le bon élève pour vous faire plaisir, qui derrière se soigne pas et du coup, voilà, votre boulot sera moins efficace, quoi. Moi j'avais une question pour poser. Est-ce que si c'est parce qu'on a cette envie d'avoir des sauveurs et qu'on a beaucoup peur de perdre la victime, qu'on a cette notion d'échec vis-à-vis de la mort? C'est assez possible. Ouais, ça peut rentrer en compte. Est-ce que ça n'impliquerait pas, notamment en France, ce qu'on pense vis-à-vis de l'euthanasie? On considère que la mort est un échec,
Bien sûr. Ce serait considéré que on perd ce rôle de sauveur et on accepterait l'échec, mais vu qu'on ne peut pas perdre ce rôle de sauveur, on n'accepterait pas l'échec du coup. C'est donc l'avancée. Totalement, ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure aussi sur l'orgueil. Hein. Si tu penses que la mort d'un patient c'est ton échec, ça voulait dire aussi que tu croyais que sa vie c'était ton succès, par opposition hein, de fait. Ce qui pose une vraie question philosophique de fond. Tu remets l'estime de toi entre les mains de choses extérieures, encore une fois. Quoi. Tu te définis à travers ce que tu considères comme étant un échec ou une réussite. Et plus tu mettras la solidité de ton estime de toi sur l'extérieur, et moins tu auras d'emprise dessus, tout simplement. En fait. Et c'est hyper. Moi aujourd'hui, je trouve ça hyper angoissant de me dire, ok, ce que je crois de moi, la forme que j'ai, elle dépend de l'extérieur. C'est horrible comme vision. Et pourtant, j'ai vécu toute ma vie à travers le. Moi, j'ai poussé mes névroses jusqu'à être vu par des millions de gens, tu vois. C'est là où tu dis, ok, tu règles des trucs, mais c'est jamais vraiment réglé en fait. Et en tout cas, je pense que ça nous renvoie encore à cette idée de contrôle. Hein. Parce que comme tu disais, chacun des 3 postes, victime, bourreau, sauveur, il y a des bénéfices, en fait. Et on a tous des bénéfices à rester là-dedans. C'est une notion qui est hyper importante pour comprendre les comportements débiles ou bizarres de vos patients, aussi des fois. Je vais vous livrer encore un truc intime. Moi, par exemple, je fume, je fais partie de ces gens qui souffrent de la dissonance cognitive en sachant très très bien que ça tue, parce que mon père est mort de maladie cardiaque et c'était un gros fumeur, ma mère est en très mauvais état, elle fume comme un pompier. J'ai passé 15 ans de ma vie à découper les paquets de mes parents avec un couteau et aujourd'hui je fume. Et je pense qu'il faut être capable en fait de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour essayer de le désamorcer. C'est parce qu'en fait je tire des bénéfices de ça. J'ai mal à la gorge, hein. Des fois je sens mes poumons, c'est inquiétant, j'ai pas envie, j'aimerais bien que ça s'arrête, et pourtant je continue à fumer, quoi. Et c'est parce qu'il y a des bénéfices supérieurs. Dans les rapports de pouvoir, victime, bourreau, sauveur, c'est pareil. Il y a des gens qui restent dans la position de victime parce qu'en fait on tire des bénéfices importants de la position de victime. C'est vrai aussi de celle du sauveur. Celle du sauveur, c'est même la plus clinquante. C'est celle qui correspond le mieux à notre morale. Je vous renvoie à la construction judéo-chrétienne de notre pensée. Notre culture adore un cadavre sur un instrument de torture. En slip. Et pas n'importe quel cadavre. Le cadavre de la victime universelle. Celle qui est morte pour nos péchés à tous. En slip, non, en slip. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la matrice, enfin moi je trouve profondément tarée, malsaine, que ça provoque. Y compris parce que en vrai l'histoire elle s'arrête pas là. Hein. L'histoire elle s'arrête pas au moment où il est sur la croix, mais on a figé l'image à ce moment-là. Et ça dit quelque chose de notre rapport au sauveur, de notre rapport au bourreau et de notre rapport à la victime. La victime que nous plaçons, entre guillemets, au-dessus de tout, de toute valeur, de toute position. Ce qui fait du sauveur qui, entre guillemets, sauve la victime ou sert la victime, un serviteur d'une valeur morale supérieur à plein d'autres, peut-être même supérieur à l'état de la victime même. Ça fait du sauveur un saint, au sens chrétien du terme. Or, vous qui êtes des gens de science, j'espère que vous voyez à quel point ça n'est pas possible et dangereux et délétère d'envisager votre métier et le rapport aux patients sous ces angles-là. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on n'est pas complètement pétri de ces choses-là. Dans notre rapport à la mort, de dire la mort est un échec ou la vie est une réussite, on est en plein dans ce déisme en fait, dans cette illusion qui n'est pas toujours conscientisée, mais cette illusion du pouvoir, du rapport d'emprise et de finalement, si j'ai le bon savoir et j'ai le bon diagnostic et je donne la bonne posologie, je contrôle le patient, je contrôle son corps, je contrôle sa vie, je contrôle plein de choses. Et en fait, non. D'ailleurs, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure, la médecine occidentale, elle a calibré l'essentiel des médicaments actuellement en vente sur le marché sur les corps des messieurs. Pourquoi ? Parce que les corps des messieurs sont plus faciles à contrôler, parce qu'ils ont moins de variations hormonales. Ouais, les femmes c'est chiant, ça change tout le temps. Et ouais.
Ce qui fait qu'un même médicament qui aujourd'hui est prescrit de manière invariable à un homme ou à une femme, en fait, peut avoir des effets et des réactions très différentes en fonction de l'état de la personne, de sa constitution physique et complète. Bref, c'était une petite digression sur médecine et contrôle qui nous emmène, je trouve, vers des horizons assez effrayants. Vous avez vu suffisamment les scandales médicaux qui sont sortis ces dernières années, avec, je ne sais plus comment s'appelait ce médicament qui... Le Mediator. Voilà, le Mediator par exemple, où on est en plein dans ces questions-là. Et sur le pouvoir, je disais un truc l'autre jour, le problème du pouvoir, c'est que n'importe qui pétrit des meilleures intentions. Dès qu'il est confronté aux hautes sphères du pouvoir, en général, ça part en couille, quoi. On a plein d'exemples, je pense à Medved, tu vois des photos de lui en 68 en train de balancer des pavés, et tu vois aujourd'hui, quoi, tu vois. Je pense qu'on a tout intérêt, tous, à l'échelle à laquelle on est, de prendre le plus possible conscience de ça, de cette notion-là, parce que plus vous allez monter dans les sphères et plus vous allez être confronté à ces bestioles radioactives qui vont essayer de vous mordre, en fait. Donc voilà, c'est un truc C'est pareil, la question de l'automédication qui est un vrai sujet pour vous aujourd'hui. Il y a deux façons de l'aborder. Soit vous dites à votre patient que c'est un gros con incompétent et de toute façon les infos qu'il va chercher elles ne servent à rien. Soit on utilise cette pulsion qui est quand même un truc incroyable. Il va s'intéresser à votre science, il va s'intéresser à son corps, à ce qui le concerne, pour essayer d'orienter peut-être dans une voie qui peut être constructive. Peut-être faudrait-il imaginer, et je sais que ça pose plein de réserves, de questions, mais des vrais sites de vulgarisation médicale grand public que le médecin pourrait recommander à son patient quand le patient lui dit « Ah, j'ai vu sur Doctissimo, c'est comme ça ». Vous pouvez lui dire « Ok, Doctissimo, c'est pas mal, mais il y a un truc encore mieux, plus précis, plus pointu ». Aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à ça, parce que j'ai l'impression que le rapport de verticalité, il n'est pas encore assez assoupli, quoi. Et finalement, quand vous êtes, vous, prescripteur, regardez comment est-ce on manipule votre rôle de sauveur par la formation continue des médecins. Moi, c'est un des trucs qui me rend... En France, on a un système de corruption, mais hallucinant. C'est pas vrai tout le temps partout, mais ça existe massivement, et je suis pas médecin et je le sais, on va vous inviter à Courchevel pour vous présenter la dernière marque de l'aspirine machin, vous aurez des stylos Montblanc, vous aurez... dans certains pays, vous aurez carrément le champagne, les putes et la coke dans la chambre d'hôtel. Et en échange, on vous demande quoi? On vous demande d'abolir pendant quelque temps votre conscience médicale pour utiliser votre pouvoir prescripteur pour faire passer ce produit. Le Mediator, excellent exemple. Le Mediator, il y avait, quand Irène Frachon a sorti son enquête, il y a plein de médecins qui sont sortis en disant qu'on savait que c'était de la merde. On savait qu'on le prescrivait pour des choses qui ne correspondaient pas à l'usage du médicament. Et pourtant, c'est passé dans les tuyaux pendant des années, sans problème. Et il y a plein d'autres médicaments, vous le savez mieux que nous, qui sont toujours sur le marché, qui fonctionnent comme ça. Et donc, tout ça pour dire, c'est fondamental que vous soyez conscient de ce pouvoir, parce que les grands laboratoires pharmaceutiques, ils en sont conscients pour vous. Et ils vous utilisent massivement pour faire passer leurs intérêts par ce biais-là. Il y a une question, oui. Moi, je suis juste plus une patiente parce que je ne fais pas du tout médecine. Et en fait, j'ai eu plusieurs cas de médecins. J'ai eu beaucoup de médecins en fait, parce que j'ai eu plusieurs problèmes. Et j'ai eu deux médecins. J'ai un médecin généraliste que je voyais souvent. Et pendant une semaine, j'étais vraiment malade. Il fallait que j'aille voir un médecin. Et donc, je suis allée voir ce médecin et il a été peu humaniste en fait. Il a fait robot. C'est-à-dire qu'il n'a pas expliqué, il a donné les cachets. Et je les ai pas pris d'ailleurs. Je suis allée voir mon médecin généraliste parce qu'il y a ce moment où moi je comprends rien du tout au niveau médical. Je peux comprendre, il faut m'expliquer, vulgariser, ce qui est très dur, je comprends. Mais si on ne m'explique pas pourquoi ou quel intérêt et qu'est-ce que j'ai en fait, je ne saurais jamais ce qu'on me donne en fait. Et j'attends pas une position de sauveur en fait, j'attends juste quelqu'un qui m'aide pour aider un truc, voilà. On ne dit pas non plus que tous les patients viennent en statut de victime, c'est pas notre propos,
c'est de comprendre le mécanisme pour essayer de déceler des choses quand elles arrivent. Et ce que tu dis est fondamental, à même titre que la mort d'un patient, ça n'est pas ton échec individuel, de même que sa survie n'est pas ta réussite individuelle. Toute forme d'approche thérapeutique n'est qu'une co-construction. On ne peut pas envisager la thérapie, on ne peut pas envisager le rapport au patient, moi j'en suis persuadé en tout cas, en dehors de la co-construction. C'est fondamental de mettre la personne en responsabilité de ce qui lui arrive, pour qu'elle puisse, ne serait-ce qu'envoyer les messages inconscients dans son corps qui vont l'aider à se soigner à un moment donné. Vous le savez, il y a une part extrêmement importante de somatique, de psychologique. Un même traitement, dans les mêmes conditions, sur un même patient, peut réussir ou rater en fonction de son état psychologique et psychiatrique. Donc c'est très important de donner la sensation profonde, consciente et inconsciente au patient, de sa capacité à réussir le soin, à co-construire avec vous la thérapie, en fait. Ouais, attends, j'ai une transition. On va faire un petit jeu très rapide. Mettez-vous par deux avec votre voisin. Il va y avoir des gens sonnés, c'est pas grave. Ok, alors écoutez bien ce que je vais vous donner la consigne une fois et après on va partir, ok? Ça va durer 20 secondes, ça va aller très vite. Il y en a un des deux qui serre le poing comme ça, ok? Et qui le tend à l'autre. Ok? Donc, celui qui a le poing, le but, celui qui a le poing fermé, celui qui n'a pas le poing fermé, si vous arrivez à faire ouvrir le poing de l'autre, vous avez gagné. Et ensuite on échange. Vous êtes prêts? Vous avez 15 secondes. 1, 2, 3. Exercice qui montre certains biais qu'on a bien dans nos crânes sur la communication dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, quand on veut obtenir quelque chose de quelqu'un, la première chose qu'on fait souvent c'est d'y aller, de prendre sans trop réfléchir. Et qu'est-ce qui se passe? Plus on force, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ça résiste. Imaginez quand vous essayez de soigner quelqu'un qui, au fond de lui, n'a pas envie de se soigner. De fait, il crève à la fin et ça marche pas. Et c'est sur vous comme rien. Et le trou de la sécu, il grossit. Bon, regarde toi sur la bienveillance. I don't set the world on fire. Je crois que j'ai compris un truc. La bienveillance. Mais si, tu sais, sois pas débile. Mais si, tu sais, c'est le truc qu'on oublie tout le temps, tourner sur le bonheur des autres et de soi-même. À quel moment il y a un gars qui a décidé que la concurrence c'est nul? On pourrait dire que le concept a pris d'importance à partir de 1880 avec l'apparition du darwinisme social. C'est une théorie qui déforme l'approche de Darwin sur la sélection naturelle. Pourtant, Darwin, il disait bien que l'évolution, ça repose sur deux forces, la compétition et la coopération. Du coup, l'esprit de concurrence s'est imposé dans la culture jusqu'à notre époque, de façon à ce qu'au final, on soit toujours le perdant de quelqu'un d'autre. Par exemple, il y a l'école et les notes. Donc si je comprends bien le concept, on te donne un chiffre pour te faire connaître ta valeur, pour qu'ensuite tu le compares aux chiffres des autres, pour décider de ton destin à partir de sujets qui ne t'intéressent pas forcément. Léonard, viens ici. Qu'est-ce que c'est ça? 3 sur 20 en maths? Tu sais combien j'avais en maths moi à 6 ans? Et puis tu arrêtes de gribouiller comme un sorti de foire. C'est pas qui vous quel. Tu
sais que faire des raccourcis, la concurrence c'est naturel, c'est comme ça qu'on survit, espèce de bolos. Va nager dans ta botte, mange-toi le bout, retourne jouer avec eux. Pour répondre aux arguments sociaux, il y a Pierre Kropotkin qui écrit en 1902 l'entraide, un facteur de l'évolution. En gros, ça dit que l'évolution des espèces est principalement fondée sur la coopération. Les hommes préhistoriques avaient déjà compris que pour chasser un mammouth, il valait mieux se grouper. C'est bon, mammouth. Oui. Plus d'exemples. Google, l'une des sociétés les plus compétitives du monde, a payé des statisticiens, des sociologues, des psychologues et des ingénieurs pour déterminer sur quoi reposait l'efficacité d'une équipe de travail. Ça s'appelle la sécurité psychologique. C'est le sentiment de confiance que tu as dans un groupe quand tu es certain que, quoi que tu dises, tu seras soutenu et écouté. La gentillesse. Tu connais? T'es une licorne, lol, la vie c'est pas la petite maison dans la prairie, quand t'es trop bon, t'es trop con. Je suis ton descendant si je veux. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour évoluer, il faut prendre des risques. Et que pour prendre des risques, il faut se sentir en sécurité. Ok, Jean-Mi, ça c'est ton parachute. Sinon, c'est pas du risque, c'est du danger. Donc si t'as pas peur de te sentir humilié quand tu t'exprimes au sein d'un groupe, eh ben, tu te sens en sécurité. Bah, du coup, tu prends des risques, ce qui te permet d'apprendre et de t'améliorer. Ce qui en plus améliore le groupe, puisque t'en fais partie. Chef, il y a Jean-Mi qui est parti chasser le mammouth avec un parachute, qu'est-ce que je fais? Et la base de tout ça, hein, le terreau pour que ça pousse, c'est la bienveillance. C'est important la bienveillance. Ça veut dire veiller au bien. Et pour être bienveillant avec les autres, déjà, il faut apprendre l'empathie. C'est-à-dire comprendre les autres et pas ressentir les mêmes émotions que les autres. Ce n'est pas pareil. Comme ça crée un cercle vertueux. Tu comprends les autres et ils te comprennent en retour. Tu vois ce que c'est un cercle ou tu veux que je te le dessine? Ensuite, il faut apprendre à être bienveillant avec toi-même. Parce que si tu es malveillant avec toi, tu es en colère tout le temps. Et si tu es en colère tout le temps, tu ne peux pas être bienveillant avec les autres. Mais vous allez finir par vous aimer, bordel. Un système de bienveillance, c'est mathématiquement plus efficace qu'un système concurrentiel. Et comme on a pu constater que le plus puissant facteur de conduite d'un enfant, voire de tous les mammifères, c'est l'imitation, mais pour se fabriquer un futur bienveillant, il faut commencer par l'appliquer sur soi, pour ensuite le faire entre nous. Et tout le monde s'en fout. Je sais pas, il est tombé, il s'est cassé, donc ça rien. Vas-y, dis un truc condescendant, c'est pour le film. Voilà, les cercles vertueux, tout ça. Donc voilà, l'idée c'est vraiment encore une fois de commencer par soi et on parlait tout à l'heure de jugement et d'acceptation de l'échec, etc. Ça passe par la bienveillance avec soi et encore une fois de se parler comme si on était son meilleur pote. Ouais. Et ça passe par des... quand on pète une assiette, on dit ça, je suis trop bon. Je suis trop bon. Moi je parle beaucoup plus ce truc de changer de vocabulaire. Si quand tu pètes une assiette, tu dis qu'est-ce que je suis distrait. C'est moins sexy, hein, mais en fait, tu te juges beaucoup moins et tu es juste sur un fait. C'est très factuel, tu es fatigué, tu as pété une assiette. Et à force de créer des nouveaux signaux neuronaux comme ça dans ta tête, tu vas être beaucoup plus apte à être tolérant et non jugeant avec les autres. Et à créer ce qu'on appelle la sécurité psychologique, donc qui est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est cet état de relation dans lequel le patient se sent en capacité de vous confier ce qu'il vit vraiment, de vous confier ce qui finalement sont des informations utiles pour que vous puissiez exercer votre boulot, quoi. Et très souvent, c'est hyper compliqué d'atteindre ça. Il n'y a que le médecin de famille qu'on connaît depuis 20 ans, qui est quasiment un tonton, qui on arrive. Ou alors le gars qui est suffisamment... Enfin, pour moi, c'était quelqu'un de grunge, ce ne sera pas forcément pour vous. Mais en tout cas, le médecin qui est suffisamment proche de vos inquiétudes, peut-être de vos angoisses, de vos travers, de vos faiblesses, pour que vous sentiez en sécurité, pour vous confier à lui. Tu parlais de robot tout à l'heure, effectivement, c'est pas un truc qui est en sécurité, c'est l'impression d'avoir quelqu'un de froid et qui ne fait que appliquer de manière automatique des préceptes qu'il connaît. Ça ne fonctionne pas, il faut être proche de son émotionnel en fait. Surtout que de base, les personnes qui viennent voir le médecin, pas toujours, mais souvent sont en situation d'insécurité.
parce qu'elles subissent quelque chose qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles souffrent, parce qu'on leur a dit qu'il y avait quelque chose de très inquiétant, j'en sais rien. Mais du coup, il y a un vrai enjeu à restaurer en fait un espace dans lequel le patient n'est pas juste à votre merci, quoi. Un véritable espace bienveillant, on dit en anglais un safe space, c'est-à-dire un endroit où comment dire, chacun a son rôle. C'est pas, le patient n'est pas votre meilleur pote, pas du tout. Mais par contre, il est en confiance, c'est-à-dire il est face à un autre être humain. Il n'est pas face à un demi-dieu avec un caducée magique qui va guérir les écrouelles. Ce qui a longtemps été l'imaginaire collectif. Hein. Je pense encore jusqu'à très récemment, en fait, on est resté dans ce genre d'imaginaire-là. Et même pour vous d'avoir cette image-là du médecin, j'imagine que c'est compliqué. On parlait de Rameau tout à l'heure, et c'est un travers dans lequel j'imagine que c'est facile de tomber. Je me dis que quand on décide dans sa jeune enfance de devenir médecin, parce que j'imagine que ça ne vous est pas arrivé du jour au lendemain, il y a cette envie de sauver le monde en fait. Donc ce sauveur il est ancré et il est important, il faut savoir, c'est hyper important de comprendre pourquoi on fait ces métiers-là. Quand on récit de vos journées, je me dis oui, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière de l'ordre du sacerdoce. Soit vous êtes maso, oui, voilà, c'est peut-être ça. Il y a d'autres moyens, hein, plus simples, de sauver cette mission. Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques, En tout cas, je vous trouve hyper bienveillant avec nous, et ça c'est cool. Ce que je trouve qui est dur, c'est que des fois, dans nos études tout à l'heure, vous nous disiez c'est important de dire on ne sait pas, enfin, parce que même là, on disait ça, et moi, je n'ai jamais trop eu peur à l'interne de dire j'ai hyper peur de faire sa vie, aide-moi, et les 3/4 du temps, on trouve des internes très sympas qui nous aident, et sauf que des fois, à l'hôpital, il y a quand même un phénomène où un quart du temps, on tombe sur des chefs ou des internes qui ne sont pas bienveillants. Et on n'a pas ce sentiment de sécurité parce qu'en fait, moi, la première fois que je suis tombée sur quelqu'un qui ne m'apportait pas une réponse bienveillante, je me suis dit, mince, est-ce que du coup, j'ai bien fait de dire que je savais pas? En fait, il est responsable d'un risque, hein, parce que je pense que ça démultiplie le risque que tu rates ton geste, parce que l'absence de la sécurité psychologique, elle va faire trembler la main, enfin créer tout un tas de réactions en chaîne. Quand c'est comme ça, tu lui montres l'épisode. Regarde, on revient à la question. Moi, c'est par rapport à quelque chose dont on parlait un peu avant. C'était qu'on est responsable d'un métier, c'est-à-dire qu'on est aussi responsable de la vie, voilà, de l'évasion, etc. Mais dit comme ça paraît logique, mais c'est hyper rapide de se sentir responsable d'un décès. Et souvent même des familles, par exemple un mari qui ne va pas être présent le jour du décès de sa femme, il va se sentir coupable, alors que même point de vue logique, il n'y a aucune raison, mais la culpabilité, elle vient hyper rapidement. Du coup, une fois qu'on a dit ça, moi je me dis, je ne me sens pas moins responsable une fois que j'ai dit que je suis celle d'eux en fait. Responsable, c'est pas coupable. Bien sûr, tu es responsable. Parce que finalement, le décès, comme la survie, comme le fait de soigner, c'est une co-construction. Et en fait, la personne qui lâche à un moment donné, c'est aussi un croisement de facteurs qui va mettre en cause ce processus-là, qui ne t'appartient pas complètement, qui t'appartient peut-être pour une part, mais pas totalement. Bien sûr, tu as une part de responsabilité, ce qui ne veut pas dire que tu es coupable. Et c'est une nuance peut-être un peu conceptuelle, mais je pense que c'est un vrai enjeu. C'est pas du tout la même chose. La non-responsabilité, c'est le déni en fait. Et c'est pas dans le déni que tu peux construire, où tu peux aller mieux et que tu peux accepter. C'est pas pareil. Responsabilité, c'est très positif en fait. Ça me renvoie à un truc, je reprends l'exemple que je vous citais tout à l'heure, donc mon papa en réanimation avec un cardio-ouest à la fin de sa vie, on se retrouve dans une situation absurde, puisqu'il n'a pas de cœur, il ne peut pas mourir. On fait comment? Qui va tourner la clé? Qui débranche la machine? Surtout que vous êtes confronté à une absurdité légale, c'est que c'est interdit. C'est-à-dire que vous avez des machines
qu'on vous demande de mettre sur vos patients. Et techniquement, l'acte médical de fin terminale, vous n'avez pas le droit de le pratiquer parce que c'est assimilé à une euthanasie. Et le truc absurde, c'est que les internes, enfin, à ce moment-là, sont venus nous demander à nous si on pouvait faire le geste de tourner la clé dans la machine. Et je comprends, hein, et je jette pas la pierre, tout ça, mais à un moment donné, le jeu coupable-responsable, il est problématique parce que c'était... Moi, je leur en veux pas d'avoir demandé ça. Vraiment pas. Hein. Et je comprends la difficulté, je comprends le désarroi. Moi-même, j'étais en plein désarroi quand on m'a expliqué qu'en fait, mon père, il ne pouvait pas mourir. Mais à un moment donné, il faut être responsable, quoi. On a tous, les médecins, nous, la famille, lui, le patient, on a fait une décision collective qui a été de s'embarquer dans cette aventure qui était très particulière, violente, dure à vivre. Mais à un moment donné, on ne peut pas rester tous coupables devant la clé en se disant oh mon Dieu, on ne fait rien. Parce qu'en gros, c'est ce qui s'est passé. Hein. Et comme souvent en fin de vie, en réa, il y a eu des jours et des jours et des jours, en tout cas à cette époque-là, d'acharnement thérapeutique. Et il a fallu prendre sa responsabilité à deux mains et aborder ça. Et en tout cas, jamais, je considérerais ces gens coupables de quoi que ce soit. Ils ont été responsables de venir me demander, même si c'est bizarre, même si c'est vraiment étrange, spontanément. Moi j'ai des gens qui m'ont dit mais c'est des salauds, c'est horrible, on ne peut pas faire ça. En même temps, il n'était pas plus coupable que moi, le type. Et il avait certainement, pas certainement, il avait noué une relation avec son patient. Ça lui faisait mal au cœur aussi, certainement moins qu'à moi, mais à lui aussi, de couper le truc. Et j'ai trouvé ça chouette qu'on puisse être tous responsables. Parce que là, pour le coup, ni mon père, ni nous, la famille, ni les médecins étaient, tu vois, dans un jeu victime, bourreau, sauveur, je suis Dieu, je décide, je branche, je débranche. Peut-être que de toute cette histoire-là, ça a été très bizarrement et d'une manière inattendue un des endroits les plus humains qu'on a pu avoir dans les échanges. Je complète juste 30 secondes. Est-ce qu'il y en a qui étaient à la formation ELPS? C'est des bons gars. Donc, pour cela, en formation communication, on a passé une vidéo de la chaîne Tout le monde s'en fout sur les émotions. Et en fait, moi, quelque chose qui m'a aidé beaucoup, c'est qu'en fait, un jour, on m'a dit la culpabilité, c'est la seule émotion qui ne sert à rien. C'est-à-dire que quand vous voyez la vidéo sur les émotions, on voit que chaque émotion a pour but de mener à faire une action pour revenir à l'état de base, la joie. Et c'est vrai que la culpabilité, c'est la seule qui nous laisse sur place et qui ne pousse pas à l'action et qui finalement nous sert à pas grand-chose. Et puis moi, en fait, je voulais rebondir sur le côté coopération versus concurrence. Et c'est vrai que par exemple, nous, quand on nous parle de la médecine, même dans nos cours, on nous dit voilà, la médecine c'est une équipe, on coopère tous ensemble, on travaille de manière collégiale pour arriver ensemble à un résultat ou à une amélioration. Mais paradoxalement, on est dans un système